Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait une vidéo top 10 et j'ai la chance d'être avec Vincent. Vincent, la chance en plus. Oh! Vincent, la chance de la caverne du Meeple. Vincent, est-ce que tu pourrais nous parler? Qu'est-ce que cette mystérieuse caverne? Ben, ça s'appelle la caverne du Meeple parce que justement, c'est dans mon sous-sol chez moi. Ici, présentement. Comme on est présentement chez moi. La caverne du Meeple, ça fait depuis mars qu'on existe. En fait, depuis 1 an et demi, on avait starté un groupe Facebook avec deux de mes amis. Ce qu'on voulait faire, dans le fond, c'est que la communauté de Québec puisse prêter leurs jeux à faible coût pour les gens qui voudraient les louer avant de les acheter. C'est une bonne façon, surtout on sait aujourd'hui que les jeux coûtent très cher. Très cher, oui. Si t'es pas certain d'aimer un jeu, c'est pas parce que t'as vu un review de quelqu'un que nécessairement cette personne l'a aimé que toi tu vas l'aimer. Donc ça permettait aux gens de le tester. Avec mes amis, ça a plus ou moins marché. J'ai un des amis là-dedans qui a starté son jeu, donc il avait moins le temps d'investir là-dedans. Donc j'ai décidé de partir tout seul. Et j'ai créé la caverne du Meeple qui est devenue une page Facebook personnelle à moi. Donc les gens viennent chez nous, ils peuvent louer un jeu pour 5 jours. Ça leur coûte en général 5, 10 ou 15$ selon la valeur du jeu. Okay. On demande un dépôt aussi, mais le dépôt, ça dépasse rarement là, 50% du jeu. Puis qu'on redonne évidemment là, quand les gens reviennent. Puis il y a une possibilité d'abonnement aussi, soit 20$, 50$ ou 80$ pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Les gens prennent autant de jeux qu'ils veulent durant le mois, c'est un à la fois. Et ils peuvent le garder tout le temps de la location. Génial, ça. Vous êtes situé dans la région de Québec, c'est ça? Oui, à Val-Bélair, le fond du trou perdu de Québec. Dans le nord. Très haut dans le nord, oui, exactement. Et récemment, vous avez commencé aussi à faire des vidéos sur YouTube et Facebook, des vidéos de règles. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient de leur expliquer les jeux, puis on s'est dit que c'était plus efficace de faire des vidéos pour qu'il y ait plus de gens qui aient accès au lieu de répéter les mêmes choses. Puis j'avais pas le temps de toutes les faire, les vidéos de Non, c'est ça. Il y en a une que j'ai refaite moi-même. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Nous, on veut passer à travers notre collection au complet. Ma blonde est enceinte, donc elle a du temps. Elle est à la maison. Donc, en gros, c'est elle qui fait presque toutes les vidéos. Elle est très bonne pour expliquer. Elle a du talent. Puis, d'un début, là, comme Clank in Space, elle s'est les taper. One shot, one take. Ouais, exactement. Wow! Même moi, je suis pas capable de faire ça, one take. Moi non plus. J'ai essayé dans mes débuts, mais c'était un désastre. Alors, je dis pas qu'ils vont tout être comme ça, là, mais c'est ça. On est rendu à peu près une trentaine de vidéos de fait jusqu'à maintenant. Puis le but c'est de toutes les faire. Là. Donc on est rendu à 70 jeux, 70-75. Puis d'ici la fin de l'année, on essaie de peut-être objectif là, une centaine de jeux. Super. Et aujourd'hui, on va parler de jeux de placement d'ouvriers, une mécanique super populaire chez les grands fans de jeux euro, notamment. Vincent, c'est quoi une mécanique de placement d'ouvriers? Ouais, ça mange pas en hiver? C'est populaire depuis à peu près 2005 avec Uwe Rosenberg. Foro Agricola? Oui, avec Agricola, justement, un gros jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. Ça a commencé avec ça. Dans le fond, le placement d'ouvriers, c'est pas compliqué. Souvent, tu pars avec des ouvriers, puis selon le nombre d'ouvriers que tu as, c'est le nombre d'actions que tu vas pouvoir faire à ton tour. Et tu dois placer ton ouvrier sur une des actions du plateau disponible. Tu fais l'action, puis ensuite c'est au tour au joueur de faire la même chose. Voilà. Puis dans les jeux classiques de placement d'ouvrier, quand tu places ton pion sur un endroit, il est bloqué pour l'autre joueur. Donc souvent dans ces jeux-là, tu vas avoir une action premier joueur pour que au prochain tour, tu vas avoir le premier joueur, ça va être toi qui vas pouvoir avoir le choix de toutes les actions. C'est important d'être le premier joueur dans ces jeux-là. Vraiment, vraiment. Souvent c'est les mêmes actions qui sont
importante que tu voudrais faire, t'es là, non, t'as pris mon action. Ben puis oui, là, puis tu justement, viens c'est de important foirer sa game. de regarder ce que l'adversaire fait pour pouvoir le bloquer en même temps de faire ses choses. Fait que c'est des jeux assez stratégiques habituellement. Des jeux de l'interaction aussi, qu'on pourrait dire, là, Des du indirects, plateau. mais Ouais, c'est indirect, l'interaction c'est ça, quand même. exactement. Puis ça a quand même évolué aussi avec le temps. On a vu apparaître des jeux de placement de dés. Fait que les ouvriers, c'était des dés, puis la valeur du dé avait une importance sur l'action. Donc, on a aussi des jeux qui ne bloquaient pas nécessairement l'action de l'autre, mais qui allaient donner une pénalité si on allait à la même place ou qui donnaient un bonus à l'autre joueur. Donc, il y a plein de twists qui sont arrivés sur le placement d'ouvriers. Fait que ça continue d'être très populaire dans les jeux modernes. Là, on retrouve ça quand même assez souvent. Ouais, puis c'est comme une mécanique tellement populaire, qui ont tellement fait de jeu, que si tu voulais te démarquer de ce qui s'était fait déjà, t'as pas le choix d'innover à un moment donné. Là, fait que là, on veut pas spoiler rien de nos top 10, là, mais c'est ça, ils ont trouvé le moyen d'innover depuis 2005. Là. Il y a vraiment des belles choses qui se sont faites. Fait qu'on commence ça, top 10 des jeux de placement d'ouvriers. Pour mon numéro 10, j'y vais avec un jeu assez original qui est sorti un peu de la boîte du classique, mais tout en restant classique, mais en mettant quelque chose d'original. C'est le jeu Charterstone. Gros jeu Legacy. Effectivement, un jeu Legacy. Donc, c'est un jeu qui a pas beaucoup de choix d'action au début de la partie, en fait. On a quelques actions sur le plateau, puis le plateau il est presque vide, parce que c'est un jeu où on va construire au fur et à mesure le village. Au fur et à mesure qu'on joue les parties, on va construire des nouveaux bâtiments sur le plateau qui vont nous permettre de faire de nouvelles actions. Puis il y a même des nouvelles règles qui vont apparaître, des nouvelles sortes de cartes, des nouvelles sortes d'ouvriers. On ne rentrera pas dans les détails pour pas spoiler les gens. Ouais. Mais ça reste quand même très classique. Là. On a 2 ouvriers, puis on va aller placer nos ouvriers, faire l'action, ramasser des ressources. Puis quand on n'a plus d'ouvriers, on prend un tour pour récolter nos ouvriers. Puis après ça, on peut continuer à les replacer. Charterstone... Les critiques sont mitigées. Mais moi aussi, je suis encore mitigé parce que là, je suis exactement à moitié de ma campagne. J'ai 6 parties sur 12 de fait. Les gens disent qu'il est long à démarrer, que c'est très très facile au départ parce qu'évidemment, tu veux pas tout donner les règles au départ, fait que tu veux y aller progressif. Mais il y en a qui disent que ça prend justement 5-6 parties avant de vraiment commencer à rentrer dans le jeu. Là. Ben, le jeu il est vraiment fait pour 6 personnes. Puis moi, je joue avec 3 joueurs. Tu mets des bots. Là, on a mis évidemment les super automas. Avec les automas, quand on les a mis, ont drôlement accéléré la progression du village. Ils construisaient plein d'affaires. Parce que pour les joueurs, construire des trucs, ça coûte quand même cher en ressources. Puis c'est pas nécessairement ce qui donne le plus de points à court terme dans la partie. Mais ce qu'on sait pas, si justement, on fait des points dans les parties pour gagner la partie. Mais il y a aussi des points pour la fin de la campagne. On sait pas trop qu'est-ce qui va être cumulé à la fin de la campagne. Fait que là, je me lance dessus dans la construction de bâtiments. C'est pas payant là, mais ça va peut-être être payant pour la fin de la campagne. Fait qu'on sait pas trop. On est un peu à l'aveugle. Mais on a quand même des belles surprises. Là, au fur et à mesure que le jeu évolue, on découvre des nouvelles règles. Puis quand on ajoute des nouveaux bâtiments, on voit venir aussi des nouveaux combos. Ah oui, mais cette action-là va être bonne à aller faire après celle-là. Ou telle ressource, maintenant je peux la transformer pour faire telle chose. Fait que les fonctionnements des bâtiments sont intéressants, mais on dirait qu'il y a comme trop d'affaires. Tu sais, comme... Tu deviens perdu un peu. Trop de sortes de ressources, si on veut. Au début, il y a quand même 6 ressources de base. Là. C'est comme des petits jetons de bois, des carottes ou des potirons, du fer, en tout cas plein de ressources de base, du bois, etc. Mais on dirait qu'après, il y a plein de choses qui se rajoutent. Puis comme j'ai juste trop d'options, on dirait qu'il tire un peu trop partout. Puis on dirait que chaque joueur va aller comme se construire une stratégie dans son quartier, si on veut, avec une combine de bâtiments. Puis on dirait qu'on a tendance à rouler nos bâtiments de notre petite combine, puis pas nécessairement aller faire les actions qui sont un peu partout sur le plateau. Fait que, je sais pas. C'est un jeu où tu te pitches vraiment partout, puis c'est dur d'avoir une stratégie fixe. Ouais, mais on dirait que quand tu l'as trouvé, t'as plus besoin du reste. Fait que, le reste devient super. Je m'en fous qu'il y ait 30 autres bâtiments, je m'en sers pas parce que j'ai besoin de ces 6-là dans ma combine. Fait que, je sais pas. J'ai hâte de voir la fin de la campagne pour voir vraiment comment ça va finir. Mais je l'ai mis dans le top 10 parce que c'est quand même une expérience unique, c'est quand même particulier. Puis on a quand même eu des belles surprises en faisant la campagne. On déborde des nouvelles règles, on fait comme wow! Il arrive tel événement, c'est comme c'est fou. Fait que, le feeling du jeu Legacy puis des surprises, je pense qu'il est encore là. C'est ça qui fait que je pense qu'il a eu sa place dans mon top 10. Oh, c'est bien. Faudrait que je l'essaye un moment donné, mais moi je suis une boutique de location. Pas une boutique, mais c'est ça. Je fais de la location, donc un Legacy. Ça se loue mal. Hein? Ça se loue mal. Il y a le Charger Pack, mais il y aurait juste une personne qui pourrait le faire. Non, c'est ça. Donc,
il sera pas dans mon top 10, malheureusement. Donc moi, mon top 10, mon premier choix, numéro 10, j'y vais avec un jeu de 2014, Alchimiste. Oh! Donc, gros jeu de placement d'ouvriers, très beau. Vraiment, il est très immersif, thématique. Il joue quelle application, mais ça? Oui, aussi? exactement. Tu peux jouer sans l'application aussi, sauf que ça fait saigner du nez. Je vous le conseille pas. Ouais, c'est ça fait vraiment saigner du nez. Dans le fond, dans l'alchimiste, ça le dit, là, vous êtes des alchimistes et vous allez avoir des ingrédients que vous allez devoir essayer de trouver les molécules avec les ingrédients. C'est-à-dire, mettons, vous avez une grenouille avec une fleur. Quand vous les mixez ensemble, ça va vous donner une molécule et vous allez essayer de trouver chaque molécule, quel ingrédient fit avec chaque molécule. Donc, un gros jeu. Ça, c'est unique à chaque partie ou si tu as une combinaison, elle va toujours être bonne? Non, à chaque partie, l'application, dans le fond, va générer des nouvelles molécules parce que au final, tu jouerais une partie puis. Tu aurais l'avantage. Oui, c'est ça, ça fonctionnerait pas. Le jeu, il y a beaucoup de matériel, donc il serait peut-être décourageant de le sortir. Je ne l'ai pas sorti beaucoup, mais à chaque fois que je l'ai sorti, j'ai vraiment aimé ça. Le placement d'ouvriers du jeu est très intéressant aussi. Selon si une action est forte ou pas, vous allez mettre X nombre de petits jetons dessus, mais vous n'en avez pas non plus une tonne. Donc, c'est à penser, je vais-tu garder plus de jetons pour faire plus d'actions ou je vais mettre tous mes jetons sur une action qui est forte vraiment. Puis les actions, ça va être soit d'aller recruter des ingrédients. Puis ce qui est le fun, c'est que vous allez les mettre sur votre plateau, vous allez les prendre en photo avec votre cellulaire. Puis, dans le fond, votre application va vous sortir. Elle ne vous sortira pas c'est quoi nécessairement la molécule, mais elle va vous dire, mettons, parce qu'il y a des molécules de différentes couleurs, mais il y a aussi du positif et du négatif dessus. Okay. Fait qu'elle peut te dire que le mix que tu as fait, c'est un plus, mais tu sais pas un plus de quelle couleur, ou c'est une molécule bleue, mais tu sais pas si c'est une molécule bleue ou qui va être positif ou négatif. Elle donne une partie de l'information. Une partie de l'information. Il va falloir que tu ailles rechercher d'autres ingrédients pour les mixer avec une des deux que tu venais de faire pour aller essayer de vraiment identifier c'est quoi les molécules. Après ça, il va y avoir un autre plateau où il va falloir faire des théories puis dire, mettons, je pense que tel ingrédient avec tel ingrédient, ça fait telle molécule. Puis plus tu vas aller envoyer des théories sur ce plateau-là, plus tu vas faire des points. Sauf que si tu te trompes dans tes théories, mais là, tu vas faire des malus de points. C'est très, très complexe, mais vraiment bien comme jeu. Malheureusement, comme j'ai dit, on le sort pas assez. Ouais, ça a l'air qu'il n'est pas évident aussi à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais joué. Moi, je ne l'ai pas essayé, là, mais je me suis souvent fait dire ça. Ouais, c'est lourd. Les premières parties, souvent, les gens ont pas associé les bonnes molécules au début de leur partie. Ils ont scrappé leur partie en partant, puis sont là. C'est plate ce jeu-là, j'ai rien à faire. Je sais que mes trucs sont plus à bonne place. Fait que ça prend au moins 2-3 parties avant d'apprécier le jeu. Ah, j'ai hâte d'essayer. Tu l'as jamais essayé encore? Jamais. Ah, alors, il va falloir essayer ça. Donc, pour mon numéro 9, moi j'y vais avec un jeu de 2007 cette fois-ci. Un jeu à thématique médiévale. On y va avec Kingsburg. Oh! C'est un placement de dés. Donc, comme David a dit en introduction, les placements d'ouvriers, on peut aussi placer des dés. Donc, dans Kingsburg, vous allez avoir des gens du château, là, je sais pas comment les appeler. C'est ça, des nobles. On va essayer d'influencer des gens au Conseil royal pour des faveurs. Le jeu va jouer en 5 années, vous allez avoir 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et durant les 3 premières saisons, vous allez brasser des dés. Puis selon vos résultats, vous allez les placer pour aller influencer les nobles. Et vous allez ramasser des ressources en ce fonction-là, ou des points de victoire. Puis tout dépendant de ce que vous placez, évidemment, ça bloque les autres qui ne pourront pas aller se placer là. Vous allez faire ça pendant 3 saisons pour aller amasser le plus de ressources. Et l'hiver, il va y avoir des monstres qui vont sortir en carte. Vous allez retourner la carte et vous devez avoir le nombre de combats égal ou supérieur pour battre le monstre. Et ça va vous donner des récompenses. Puis si vous ne le battez pas, ben là, vous allez perdre des choses. Un malus. Un malus.
Fait que soit vous allez perdre des points de victoire, ou vous pouvez même perdre des bâtiments. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que tu vas avoir un plateau personnel aussi, et tu vas pouvoir aller construire des bâtiments. En fait, le jeu est pas mal basé sur tes ressources ça, te servent à te faire des bâtiments exact. qui te donnent des petits pouvoirs, des avantages. Exact. Ça, c'est quand même très intéressant. Là. Il y en a qui vont te donner plus de force de combat si tu as un orc à la fin qui va sortir. Il y en a qui vont te donner des plus 2 à chaque tour. Des chances de rebrasser tes dés. Ouais, parce que vu que c'est un placement de dés, des fois c'est triste. Tu sors des chiffres poches, ben les bons placements de dés, souvent tu as des petits tokens qui viennent pour justement grimper ou baisser. Des mécaniques tes dés, qui permettent de moduler un peu la chance des dés, puis d'avantager les gens qui roulent bas pour leur donner un petit avantage. Parce que généralement, plus les dés sont bas, moins les actions sont bonnes sur les gens du conseil. Là. Exact. Puis c'est ça, plus t'es haut, ben plus ça te donne de choses. Fait que vraiment très intéressant. Tes dés, tu peux les additionner ensemble. Si tu veux aller chercher le 18, t'as 3 dés, je pense, à brasser à ton tour. Puis ce qui est le fun, c'est que t'as tout le temps, à chaque saison, il y a un bonus pour la personne qui a le moins de bâtiments. Ou tu sais, t'es jamais laissé derrière. Fait qu'au final, le pointage est quand même assez serré parce que la personne qui va avoir moins de bâtiments va avoir un dé de plus pour l'aider ou des trucs comme ça. Ou tu peux avoir l'aide du conseil. Donc, pendant un tour, tu vas pouvoir te construire 2 bâtiments au lieu d'1. Donc, il y a toujours des petites aides comme ça qui viennent t'aider. Puis, il y a une extension qui est sortie qui rajoute vraiment beaucoup. Malheureusement, je ne l'ai pas essayé. Donc, Kingsburg aurait probablement été plus haut dans mon top. Puis il y a une deuxième édition. Elle vient de sortir. Ouais, c'est ça qui vient de sortir, qui rajoute l'extension. Je pense qu'elle vient dedans avec de bord, mais qui a l'air vraiment intéressant. Le visuel, on dirait qu'il était plus cool dans la première édition. Je préfère le visuel de la première. J'ai essayé les deux, là, mais. Je trouve qu'il est trad un peu. Il est brun, il est fade, ouais. Il était plus cartoonish la première édition. Je trouvais que ça donnait un beau style. Là. Je suis d'accord, mais c'est ça. Un moment donné aussi, c'est bien beau que le jeu soit beau, mais il faut que les mécaniques soient le fun. Puis, tu sais, si les extensions sont toutes incluses dans la deuxième édition, ben. C'est un beau jeu d'introduction, je trouve, pour ça, pour le placement, justement. Familial plus, là, je dirais. Là, non, c'est très bien, Kingsburg. Pour moi, mon numéro 9, c'est un Kickstarter que j'ai eu la chance d'essayer avec LP, évidemment. Donc, c'est Chimera Station. Ça me Donc, dit quoi, un jeu qui est sorti récemment, qui est arrivé aussi en boutique. Dans Chimera Station, on va construire une station spatiale qui s'appelle Chimera Station. Et on va avoir des ouvriers qui sont des petits extraterrestres en plastique. Et dans le fond, la grosse twist du jeu, c'est qu'on va pouvoir modifier génétiquement nos ouvriers pour leur donner des pouvoirs. Donc, leur rajouter des pièces. On peut rajouter des tentacules à un ouvrier pour qu'il ramasse plus de ressources quand il va chercher des ressources. On peut générer des feuilles sur un ouvrier. On lui fait pousser des feuilles pour qu'il puisse générer de la photosynthèse puis se nourrir. C'est pété, ça, ouais. On peut lui donner des pinces. Avec des pinces, il peut aller tasser les ouvriers qui sont sur des cases occupées. Ça nous permet de faire les actions quand même. Et on peut aussi leur ajouter des cerveaux qui vont donner des bonus de points quand on va aller faire les actions sur les bâtiments. Fait que ça, c'est très original. C'est des composantes de très bonne qualité. C'est vraiment des. L'ouvrier est fait en 2 morceaux au début, là, comme des pieds puis une tête. Et là, tu vas comme désnapper ton ouvrier. Tu vas aller placer les modules que tu places dessus, tes tentacules ou tes pinces. Après, tu resnappes l'ouvrier ensemble. Fait que visuellement, tu le vois tout de suite. Regarde, cet ouvrier-là, il est rendu avec des pinces, il est rendu avec des feuilles. Puis chaque ouvrier peut avoir 2 modifications génétiques. Si tu mets 2 fois la même modification, son pouvoir est encore meilleur. Fait qu'il va avoir un plus gros bonus. Mais si tu veux, tu peux lui mettre 2 modifications différentes pour lui donner 2 petites habiletés qu'il va aller faire. Puis ce qui est le fun, c'est que le jeu, au début, il n'y a presque pas d'action. Il y a comme les actions de base qui sont imprimées sur le plateau. Ouais. Puis au fur et à mesure que la partie avance, on va aller construire des actions qui sont des tuiles, dans le fond, qu'on va construire sur le plateau commun qui est la station spatiale. Puis chaque action qu'on va aller placer, quand on la construit, ça nous donne des points. Puis en même temps, on peut aller exécuter cette action-là. Puis dans le fond, elle va rester là le reste de la partie. Fait qu'à chaque tour, on va pouvoir avoir accès à des nouvelles actions. Fait que la station spatiale a grossi, plus la partie avance, plus on a de choix d'actions, plus on a des actions fortes aussi. Puis à chaque fois qu'on construit une tuile, on va aller la placer sur le plateau. Puis il y a comme des symboles d'imprimés sur le plateau. Donc quand je recouvre un symbole, mais je gagne ce bonus-là. Ça peut être des ressources, ça peut être des petites pièces de modification génétique qu'on peut aller au labo génétique pour aller placer. Puis le labo génétique fonctionne un petit peu comme je sais pas si tu as joué à Lord of Waterdeep. Là. Oui, le port dans Waterdeep. On va peut-être en reparler plus tard. Peut-être, qui sait. Donc le port, la manière qui fonctionne dans Lord of Waterdeep, c'est qu'on va placer un ouvrier là, mais on fait pas l'action tout de suite. Elle va se faire à la fin du tour quand tout le monde va avoir fini. Fait que dans Chimera Station, c'est le même principe. Je vais aller ajouter des pièces au labo génétique. Je mets un ouvrier dans le labo génétique, mais je fais pas l'action tout de suite.
À la fin, quand tout le monde n'a plus d'ouvriers, là, on va faire les 3 actions du labo génétique. Fait que le premier joueur va rajouter ses morceaux, puis après, il peut replacer son ouvrier ailleurs. Fait que ça lui permet d'aller faire les actions dans ce qui reste. Fait que c'est vraiment un jeu très fun, très innovateur aussi. Dirais-tu que c'est pour tout le monde? Parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de... Il a l'air simple, mais il est plus complexe qu'il a l'air. Ça a l'air des petites bébelles, des petits jouets, les ouvriers, là, mais c'est un jeu, je dirais, au moins médium. Là. Fait que Les parties, c'est assez long? Les parties, c'est un bon 2 heures. Ok, tu t'embarques là-dedans. C'est un bon jeu médium pour ceux qui aiment de quoi assez de stratégie. Puis c'est un jeu c'est très exponentiel aussi la façon qu'on fait les points. Là. Je pense que le jeu dure comme 5 rondes de jeu. À la première ronde, tu fais. Il est progressif. Tu peux presque pas faire de points. À la deuxième ronde, tu peux faire comme 4 points. Ou à la troisième ronde, on va peut-être en faire 20. Mais à la troisième, je vais faire comme 80. Puis à la dernière, je vais faire comme 108 points. C'est vraiment. Ça explose à la fin. Fait qu'au début des tours, ça va être assez rapide. Mais plus tu vas jouer, plus tes tours vont être longs parce que tu vas avoir plus de choses à faire. Plus d'options, des options plus intéressantes aussi. Puis il y a une action qui est vraiment forte qui s'appelle l'action de commandement. C'est comme l'action qui peut donner le premier joueur. Mais elle va te donner des points pour tous les endroits où des adversaires sont placés. Tu vas actionner les points de tous les bâtiments où sont tous tes adversaires. Fait que c'est une action qui est très payante en fin de game. Puis on va beaucoup se disputer cet endroit-là à la fin. Fait que c'est une grosse façon de faire des points. Fait que c'est vraiment intéressant, vraiment original. Il va falloir que j'essaye ça. Chimera Station. Juste le nom est pas facile à dire. Mais je pense qu'il n'y a pas de version française encore. Mais il n'y a pas. Tu sais, oui, il y a du texte sur les bâtiments, là, mais c'est rien de trop complexe non plus. Là. Puis vu que c'est un Kickstarter, il est-tu trouvable en magasin ou il est exclusif? Non, il est disponible en magasin présentement. Là, donc vous pouvez trouver la version anglaise là, en magasin présentement. Parfait. Pour mon numéro 8, j'ai choisi un placement d'ouvriers, mais coopératif. Ça, c'est assez rare sur le marché parce que c'est généralement de quoi qui est beaucoup dans la gestion de ressources, dans la compétition. Fait que ceux qui réussissent à amener du placement d'ouvriers dans les jeux coopératifs, ça vient chercher mon intérêt et il y en a un que j'ai aimé particulièrement. C'est Robinson Crusoe. Oh, ça c'est du lourd. Ça, donc, c'est du lourd, mais c'est quand même très innovateur, très... thématique aussi comme jeu de placement d'ouvriers parce qu'on ne se le cachera pas, la majorité des jeux de placement d'ouvriers, on les joue pour la mécanique plus que pour le thème ou l'expérience de jeu en tant que tel. Non, il est très immersif celui-là. Mais celui-là, en fait, c'est que on est abandonné sur une île déserte, on doit survivre premièrement, trouver assez de nourriture, explorer l'île où on est tombé, puis il faut réaliser l'objectif de notre scénario. Donc il y a plusieurs scénarios qu'on peut faire dans la boîte de base. On a aussi une extension qui rajoute le voyage de Darwin. Donc, même l'extension, tant qu'à moi, n'est pas tant nécessaire. Il y a tellement de stock dans le jeu de base. Puis ça va prendre plusieurs parties avant de réussir un scénario. Là, juste le premier. Le premier qu'il faut allumer un gros feu, il faut plein de bois, tout ça. C'est difficile comme jeu. Puis ce que j'aime particulièrement dans le jeu-là, oui, il y a du placement d'ouvriers. On va aller placer nos ouvriers sur les différents endroits pour aller explorer, pour aller chercher de la nourriture, pour aller pêcher, pour aller faire plein de choses. Et quand on va aller exécuter nos actions, on va piger des cartes. On va lancer des dés en fait. Et dépendamment des résultats des dés, on va soit réussir ou pas notre action. Puis en plus, on peut avoir une pénalité. Puis quand on a une pénalité, on va piocher une carte. Oui. Et la carte va comme raconter une histoire. Donc je pourrais par exemple être allé chercher du bois quelque part et en coupant du bois, je me suis fait mal à la tête parce qu'il y a quelque chose qui m'est tombé sur la tête. Donc là sur la carte, j'ai une blessure à la tête et il m'arrive telle affaire. Et là, la carte va retourner dans le paquet de cartes d'événements qu'on va rebrasser. On peut la reprendre. Et plus tard, dans la partie, on veut des cartes d'événements à chaque tour. Bon, mon mal de tête, si je ne l'ai pas soigné, mais là, peut-être que ma migraine, je vais avoir une grosse migraine, puis que je vais avoir une autre pénalité quand cette carte-là va revenir, ou ma blessure va s'infecter, ou il va se passer quelque chose. Donc, quand on voit les cartes revenir, c'est jamais un bon signe. C'est tout le temps en lien avec ce qui est arrivé aussi dans l'histoire. Donc, c'est un jeu qu'on se souvient des parties. On va dire, ah oui, tu te souviens-tu telle partie où tu avais réussi à construire telle invention puis qu'on est allé faire telle chose avec ça. Parce que c'est un système aussi qu'on va avoir, on va collecter des ressources, mais on va pouvoir construire des inventions. On a un certain nombre d'inventions qui sont prédéterminées là, par le scénario, puis on a aussi un certain nombre aléatoires. Et ces inventions-là vont nous donner des petites habiletés, des nouveaux pouvoirs ou des nouvelles façons de préparer la nourriture ou de conserver la nourriture ou quoi que ce soit. Donc chaque partie va être vraiment unique, vraiment spéciale. Donc
C'est vraiment une belle expérience de jeu. C'est un bon choix. Un gros jeu, mais. Ouais, les règles sont assez intenses. Il est difficile aussi. Ouais. Moi, ce que j'aime moins de ce jeu-là, par contre, c'est les dés que tu vas rouler pour la météo, là, je crois. Ouais, là. à la fin du tour. Il y a un peu de chance à ce niveau-là. Tu as récolté du bois, quoi que ce soit, il se met à mouiller, ton bois est pourri. Ouais, puis le jeu, c'est ça, il est assez. Ouais, le jeu take that. Le jeu nous take that. Ouais, ouais. Fait que Ça peut être frustrant. Là. Ouais. Tu peux recommencer un scénario 3-4 fois puis tu peux pas le réussir. Là, donc, non, ouais, faut que tu sois patient. Effectivement. T'en as pour ton argent. Là. Ouais, c'est une grosse boîte, là. Une grosse boîte, un gros jeu. Puis on refait une édition. La deuxième édition, il y a des petites ressources sculptées, plus de belles affaires. Je pense qu'ils ont travaillé les règles. Ils ont clarifié les règles. C'est moins clair un peu. Là. Il est pas évident, le livre de règles. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est du jeu expert. Là. Ouais, mais c'est vraiment très cool. Ouais. Donc, moi, mon numéro 8, c'est un jeu de 2014, un jeu de train. Oh. Mais c'est probablement juste la thématique, là, on le sent moins dans les mécaniques. C'est Russian Railroads. Donc, un gros jeu de salade de points, si je peux appeler ça de même. Là. Tout fait des points dans ce jeu-là, ça n'a aucun sens. Ouais, puis la façon que les points se font, c'est comme cumulatif. C'est à chaque tour. Ouais, à chaque fin de tour, on recompte les points. Fait que les points que tu avais déjà comptés, ben, tu les recomptes. En donc, plus de ce que tu as fait de plus. Plus tôt tu fais des points puis tu avances vite, ben ça va être payant. C'est exponentiel aussi. Tu peux faire 400-500 points dans ta partie, là, ça n'a juste aucun sens. Là. Mais il y a tellement de possibilités, tu sais pas où te pitcher dans ce jeu-là. Là. C'est vraiment intense. Puis ce qui est particulier, c'est que, comme j'ai dit, c'est une thématique de train, mais dans le fond, tu vas faire des rails. C'est plus une thématique de rails de train. Puis il y a différentes sortes de rails dans ce jeu-là. Puis les rails de base, il va falloir que tu les montes. Puis plus tu vas monter dans ton chemin de rails, tu vas aller débloquer des nouvelles rails qui vont éventuellement te donner plus de points. Mais ces rails-là, il va falloir que tu les montes aussi, mais tu ne pourras jamais monter tes nouvelles rails par-dessus les vieilles rails. Donc, tu dois toujours faire avancer tes vieilles rails avant de faire avancer tes nouvelles rails par après. Donc, c'est vraiment de penser, OK, là, je suis dans un dilemme parce que là, il y a telle action disponible, mais je peux pas y aller parce que mes rails sont bloqués parce que je les ai pas assez fait avancer. Vraiment intéressant, c'est un casse-tête ce jeu-là, ça n'a pas de bon sens. T'as les usines, t'as les locomotives. T'as les usines aussi, les locomotives, parce que là, t'as beau faire avancer tes rails vraiment loin. T'as des trains dessus. Mais si t'as pas de locomotive qui se rend jusqu'à tes rails, ben tout ça t'a servi à rien parce que tes points compteront pas. Ouais. Fait que pour te rendre à 5, ben faut que t'aies une locomotive de niveau 5 pour pouvoir compter tes points jusqu'à 5. Donc, faut vraiment que tu penses à tout à ce jeu-là. T'as beau te picher dans quelque chose, si t'as pas pensé à l'autre chose à côté, tu feras pas de points. C'est vraiment un jeu qui mérite de jouer plusieurs parties parce que la première partie, vous allez juste apprendre les mécaniques puis vous aurez peut-être pas autant de fun. Surtout que si tu joues avec quelqu'un qui est vraiment expérimenté, il va te... Moi, j'ai joué une fois à ce jeu-là, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment un bon casse-tête, là, mais c'est comme tu dis, la première partie, c'est intense, là, tout prendre ça en charge. Il y a puis, beaucoup de stock. Essayer de performer, donc, mais c'est clairement un jeu que je rejouerais. J'ai vraiment aimé l'expérience de Russian Railroad. C'est un engin, dans le fond, à point là, que tu construis. Exactement, c'est ça, tu crées ton engin, puis de tour en tour, ben, tu vas te rendre compte que tu as plus de choses aussi que tu peux faire. Tu peux aller chercher des ouvriers de plus. Il y a plein de bonus aussi que tu peux aller chercher. Des bonus que tu peux aller chercher qui vont t'aider. Il y a comme des objectifs aussi, je pense, de fin de partie que tu peux aller chercher. Ça se peut, ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie. Ok, il y a vraiment beaucoup de façons là, de faire des points en fait. C'est ça, il y a des bonus de fin de partie si c'est toi qui a recruté le plus de chauffeurs. Tu vas avoir un bonus à ce niveau-là. Je pense que si tu as le plus de locomotives ou en tout cas. Non, il y a vraiment beaucoup de façons de scorer. Puis ce qui rend vraiment le jeu intéressant, c'est qu'il n'y a pas une partie de pareil. Une partie, tu peux aller à fond dans les usines, dans l'industrie, puis gagner avec ça. Une autre partie, tu as construit tes rails au bout, puis tu as gagné comme ça. Donc, avant de passer au travers le jeu, puis de dire que tu as une impression de déjà vu. Je pense qu'il y a même eu une extension. Ah oui, German Railroad. Il n'y a pas aussi. Il me semble qu'il y en a une autre. Il y a un mode solo, je pense, dedans aussi. Ça pour ceux qui aiment les modes solo. Là. Très bon jeu, ça mérite que vous y jetez un coup d'œil si vous ne le connaissez pas encore. Donc, Russian Railroad. Excellent choix. Donc moi, mon numéro 7, un jeu de 2014, encore une fois. Un jeu de back building. Oh! C'est sûrement de quoi je parle. Là.
Orléans, et oui, Orléans de 2014. Dans Orléans, c'est du backbuilding, mais c'est du placement d'ouvriers aussi. Dans le fond, le gros principe du jeu, c'est que vous allez aller recruter des personnages qui vont faire... Chaque personnage, dans le fond, va pouvoir te libérer différentes actions. Tu vas les piger dans un sac. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui va sortir de ton sac. Tu les mets sur ton board personnel. Puis tu vas pouvoir aller les placer sur différentes actions. Puis quand tu en as placé X nombre qui est demandé, tu vas pouvoir débloquer des actions à ce niveau-là. Ce principe-là fait en sorte que tu n'es jamais bloqué dans tes actions que tu veux faire parce que chacun a son plateau personnel. Donc, tes actions, tu les fais. Fait qu'il n'y a pas un plateau commun comme dans le classique des worker placements. Exactement. Fait que, dans le fond, si tu es bloqué, c'est peut-être juste parce que tes jetons que tu voulais sortir, ils ont juste pas sorti. C'est peut-être ça qui est un peu plate, c'est que, mettons que tu as acheté des moines qui sont un peu les jokers dans ce jeu-là, qui peuvent remplacer un peu n'importe quoi. T'en as acheté 4-5, mais ça se peut qu'ils sortent jamais dans ton sac. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu tannant. Faut que tu contrôles un peu ce qui va dans ton sac, parce que à un moment donné, tu peux en sortir de ton sac en les envoyant au conseil de la ville. Tu peux épurer un peu ton deck comme un principe de deck building. Là, à un moment donné, il y a tout le temps les petits blancs là, que t'as acheté beaucoup au début. Ah ouais, là. les paysans. Les paysans, au début, ils sont très utiles. Là. Ils vont te servir à recruter beaucoup de nouveaux personnages, mais à un moment donné, tu vas en avoir trop, ils vont tout le temps sortir. Tu les envoies au conseil pour aller les sacrifier. Puis ce qui est le fun de cette piste de conseil-là, c'est que c'est un peu spécial parce qu'au début, quand tu vas là, ça va te donner des petites choses, sauf que le dernier qui va se placer sur une des actions du conseil va avoir un bonus vraiment intéressant. Ah ouais, les petits bonhommes. Les petits bonhommes qui sont pour les points. Là, ouais, exactement. Puis ce jeu-là, il faut vraiment que tu penses à ton affaire parce qu'il y a une piste dans le bas qui sert de multiplicateur à la fin, un peu comme Scythe peut avoir avec la piste de popularité. Ouais. Là. C'est vraiment pas à négliger parce que si tu es au début de la piste, tes points vont être multipliés, exemple, par 0 ou par 2, tandis que vers la fin, c'est par 6, je pense. Fait que quelqu'un qui est à la fin versus quelqu'un au début, là, il peut vraiment dépasser tout le monde. C'est multiplié par des bonhommes que tu vas aller chercher justement avec la piste au conseil. Sinon, il y a aussi un autre board, c'est avec une map. Des routes commerciales. Là. Des routes, tu vas aller chercher des ressources là-dessus qui vont donner des nombres de points à la fin. Puis tu peux aller placer des comptoirs un peu là. Puis ces comptoirs-là, multipliés avec tes bonhommes, selon tes rendus sur la piste de points, ça va te donner ton pointage total. Ouais, fait que c'est une grosse partie de tes points d'habitude. Quand tu vas dans cette stratégie-là à fond, cette piste-là, ça peut être devient payant, très très payant. Exactement. Le jeu, moi, je le trouvais pas tant beau au début. Il y en a qui le trouvent vraiment beau, mais moi, je le trouve vraiment affreux. Ouais, c'est ça. Quand je veux l'amener à des nouveaux joueurs, tout le monde me dit moi, on va jouer à ça. Ouais, t'as pas de quoi de plus beau, un Bunny Kingdom à place. C'est tellement le fun pour vrai. Hein. Mais ouais, vraiment pas à négliger. Fiez-vous pas au cover de la boîte pour vrai, c'est vraiment un même bon jeu. Le matériel, les jetons sont. Les personnages comme. C'est tout mince, tout laid. C'est comme. Qu'est-ce que c'est ça, là? Mais il y a une version de luxe qui est sortie de ce jeu-là avec des gros pions. Je pense qu'elle avait passé sur Kickstarter. Ouais, exactement. Des chubby, gros pions, vraiment, qui a l'air vraiment intéressant, mais il doit être dispendieux quand même. Mais Orléans, vraiment un bon choix. Puis sinon, il y a aussi Altiplano là, qui vient de sortir. Ouais, j'ai pas essayé encore. Moi non plus, que j'ai eu vraiment hâte d'essayer, mais c'est peut-être plus gamer un peu. Ouais. Mais Orléans, mon choix. Ouais, c'est très bon. Pour moi, mon numéro 7, c'est un placement de dés. C'est le jeu Covert, un jeu d'espionnage. Donc Covert, on va avoir une espèce de carte qui représente l'Europe avec des différentes villes dans les différents pays. Et on va avoir des espions qui sont placés sur le plateau. Et en fait, on va avoir des objectifs. Donc ça peut être d'avoir un espion dans telle ville, puis d'avoir telle ressource ou quoi que ce soit pour réussir à faire l'objectif ou ta mission. Et comment on va faire les différentes actions dans le jeu, c'est en plaçant des dés sur des roues d'action. Okay. Donc, on va lancer tout le monde 5 dés au début de chaque ronde. Et après ça, à tour de rôle, on va aller placer nos dés sur les roulettes. Donc, on a des roulettes pour déplacer nos agents. On a une roulette pour aller chercher des nouvelles missions. On a une pour compléter des missions. On en a pour aller chercher des cartes de ressources aussi pour essayer de faire nos missions. Et de la manière qu'on va placer nos dés sur les roulettes, le premier joueur, en fait, qui place un dé sur la roulette, il peut mettre n'importe quel dé. Les dés sont numérotés de 1 à 6. Okay. Les roulettes sont numérotées de 1 à 6 aussi. Et si moi, par exemple, je mets un 2 dans la première roulette pour déplacer mes espions, si un joueur veut placer un dé sur cette roulette-là, il faut qu'il place adjacent à mon dé que j'ai déjà placé. Il faudrait qu'il place un 3 ou un 1.
Parce qu'on peut juste avoir un de chaque sorte, je comprends. un dé de chaque sur chacune des roulettes d'action. On va avoir une phase de placement où chacun va aller placer un dé à tour de rôle. Et quand nos 5 dés vont être placés, là, on va faire la phase d'action. La phase d'action, ben, à mon tour, moi je vais, j'utilise ce dé-là pour aller faire telle action. J'utilise ce dé-là pour aller compléter une mission. J'utilise ce dé-là pour déplacer mes agents sur le plateau. J'utilise ce dé-là pour aller chercher des ressources, etc. Fait qu'on va avoir une phase de placement puis une phase d'action par la suite. Intéressant, ouais. C'est assez original. On va aussi avoir, en fait, les ressources sont représentées par des cartes dans ce jeu-là. Des cartes qui sont d'ailleurs très très belles, là, qui représentent des objets d'espionnage, une clé USB, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, là, plein de trucs informatiques. Là. Il y a un soulier pour des traces de pas, des trucs qu'on pourrait trouver dans une enquête. Là. Donc, un fusil aussi, en tout cas, différents objets. Et on va aussi avoir le nom d'une ville sur les cartes. Fait qu'on pourrait utiliser les cartes comme un billet d'avion. C'est un peu comme dans Pandémie. Je joue la carte de Rome, mais là, je me déplace à Rome. Ah, okay. Fait que je peux jouer ces cartes-là pour me déplacer plus vite sur le plateau avec mes agents, ou je peux les jouer pour l'objet qui est dessus. Ce qui est vraiment cool aussi quand on fait une mission, il y a certaines missions qui ont une icône dessus, qui est un des icônes des objets qui sont dans le jeu. Puis on va placer comme la carte en dessous de notre personnage. Puis dans le fond, on va être rendu avec une icône permanente. Fait que si, exemple, je fais une mission puis qu'elle me donne un fusil, là, toutes les autres missions qui ont des fusils, moi j'en ai déjà un de façon permanente, fait que ça va aller plus vite faire ces missions-là. Okay. Puis la partie va arrêter quand si je me souviens bien, c'est un joueur qui va avoir fait 6 missions, là, 6 ou 8 missions. Puis après ça, ben, on finit le tour puis on compte celui qui a fait le plus de points. Fait que c'est vraiment intéressant comme jeu. C'est un jeu qui a quand même passé sous le radar. Là. Ouais, ben j'ai jamais joué. Je l'ai déjà entendu parler, mais la boîte est comme mauve. Là. Ouais. On la voit quelque part. Il est pas flasheux tant que ça. Ouais. On a au montage. donc c'est vraiment cool comme jeu. Un beau petit placement de dés, intelligent, brillant. C'est sûr que les tours de jeu sont quand même longs parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de placer nos dés. Après, il faut prendre. Tu joues pas avec quelqu'un qui fait de la paralysie. Ah non, parce que ça va être terrible. Parce qu'après, tu prends le temps, ok, quel dé je vais enlever en premier, faire telle action en premier. Parce que si cette mission-là est disponible, il faudrait aller la chercher avant que l'autre joueur vienne la chercher à ma place. Fait que t'as un petit peu l'interaction qui se fait comme ça. Okay. Puis il y a une espèce de board là, qui est un board de décodage. On va voir des petites tuiles avec des numéros. Puis on va avoir comme des cartes qui ont des codes à 3 chiffres. Puis à chaque tour, on peut aller comme switcher 2 tuiles une avec l'autre sur le plateau de décodage. Puis si on réussit à faire les 3 chiffres de notre carte, on la débarre puis on gagne cet objet-là. Intéressant. Puis ça peut aussi donner des points si on n'utilise pas ça. Il y a vraiment plein d'affaires qui se passent dans le jeu-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Covert là, qui est Il va falloir que j'essaye ça. mon numéro 7. Numéro 6, j'ai choisi un jeu que j'étais vraiment sceptique quand je l'ai vu sortir. Et quand je l'ai essayé, évidemment, j'ai vraiment adoré tout de suite. C'est le jeu Le Parrain, The Godfather. Le jeu d'Eric Lang. Le gros jeu d'Eric Lang, de Simon, donc basé sur le film, la trilogie de films. Le Parrain, évidemment. C'est un jeu de take that, ça, hein? Un jeu, ouais. Puis il est assez aussi thématique, ce qui est encore une fois quelque chose qui n'est pas de temps présent dans des placements d'ouvriers. Donc chaque joueur va incarner un chef de la mafia. Et on va essayer de faire évidemment le plus d'argent dans la partie pour l'emporter. On va avoir 2 sortes d'ouvriers. On va avoir des hommes de main qui vont pouvoir aller faire du racket dans les différents commerces qui sont les cases du plateau. Puis on va avoir comme les gens influents de notre famille de nobles de la mafia italienne. Donc eux vont avoir des pouvoirs un peu plus forts que les autres ouvriers. Fait qu'on a 2 types d'ouvriers. Déjà en partant, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis de la manière que le plateau est fait, on va avoir les quartiers de la ville de New York, en fait. Et dans chaque quartier, on va avoir différents magasins qui sont là. Chaque magasin peut donner les différentes ressources. Là. Toutes les ressources dans le jeu-là, c'est des cartes. Donc, il y a de l'argent en carte, il y a des ressources de drogue, de fusils. C'est très thématique. Hein? Oui, c'est très mafia. Là, donc, on va aller chercher différentes ressources pour pouvoir faire des cartes de mission qu'on a qui vont donner de l'argent, mais qui vont aussi donner des avantages quand on va les faire. Et ce qui est particulier dans le jeu-là, c'est que tout est des cartes. Toutes tes ressources, c'est des cartes. Fait que tu as plein de cartes en main. Puis les autres joueurs, ils savent pas si c'est de l'argent, si c'est des missions, si c'est des ressources. Parce que toutes les cartes sont pareilles à l'endo. Fait qu'ils voient tes cartes, mais ils ne savent pas ce que tu as. Et c'est qu'à chaque ronde de jeu, on peut garder un certain nombre maximum de cartes dans nos mains. Parce qu'il faut donner une partie de nos profits au parrain. Parce qu'évidemment, on veut que le parrain, on veut rester dans ses bonnes grâces. Donc, ce qu'on doit faire pour ne pas perdre trop d'argent, c'est que pendant les rondes, on va avoir une action qui est disponible sur le plateau qui est de cacher de l'argent dans notre coffre.
Fait qu'on a vraiment un coffre en métal, genre de petite boîte en métal. Et si je fais cette action-là, ben, je peux prendre des cartes de ma main puis les placer dans la petite boîte. Fait que, exemple, je fais telle action, je peux placer 2 billets de 2$ dans ma petite boîte. Fait que là, je montre à tout le monde, j'ai 2 billets de 2$. Puis là, je les mets dans ma petite boîte. Puis là, j'afferme, puis personne peut fouiller dans ma petite boîte. Fait qu'il y a un aspect qu'on sait jamais qui est en train de mener dans le jeu-là. Parce qu'on sait pas combien d'argent les autres ont dans leur boîte. Quelqu'un qui est un petit peu mauvais perdant, ben, au lieu de scraper sa partie parce qu'il est en train de la perdre, mais là au moins tout le monde est dans le jeu jusqu'à la fin. Ouais, puis c'est drôle parce que ça rentre beaucoup dans la thématique. Puis il y a comme des missions qui sont un peu take that où tu peux tuer les personnages des autres. Ben, ça les tue pour la ronde, puis ils les récupèrent après. Là, fait que, c'est pas trop pire. Puis je te l'enlève pendant qu'il est sur le plateau. Fait que tu as déjà fait une action avec, je te l'enlève. Donc je fais ma mission, je te le tue. Et dans le fond. Tu peux faire combien d'actions à ton tour? Ça dépend du nombre d'ouvriers que tu as. Ouais, c'est ça. Tu peux soit faire un ouvrier, tu peux soit faire une mission, tu peux soit jouer un allié aussi de ta main. Donc tu vas décider quelle action que tu fais quand ça vient à ton tour. Dans le fond. Puis quand tous tes ouvriers sont placés, tu peux plus faire d'action. Même les autres types d'actions. Fait que là, faut que tu gères comme il faut, comment tu vas faire ton tour de jeu. Fait que ça aussi, c'est quand même le fun. Puis où je m'en allais, c'est que bon, il y a les actions de base qui sont les cases de magasin. Puis chaque case a une autre action qui est dans le haut de la case. Puis ça, c'est les cases qui vont s'activer quand tu vas placer un membre de ta famille. Les membres de la famille, ils jouent pas sur les magasins, ils vont jouer sur les intersections. Il y a comme des actions qui sont rondes, qui sont aux intersections des quartiers. Fait que quand je place quelqu'un d'influence sur une action, elle va activer tous les quartiers qui touchent à cette case-là. Mais elle va activer l'action du haut, qui généralement est un peu moins forte, mais tu vas en activer plusieurs. Tu sais, je peux placer quelqu'un de ma famille, mais il va activer comme 4 ou 5 actions d'un coup. Fait que ça va me donner beaucoup de ressources. Et à la fin de chaque round, on va aussi déterminer l'influence dans chaque quartier. Fait que chaque bonhomme que tu as mis va générer un point d'influence, puis celui qui est le plus influent va prendre contrôle du quartier. Puis là, dans les tours suivants, si quelqu'un va faire des actions dans ton quartier que tu contrôles, là, toi aussi, tu vas faire l'action. Oh, c'est intéressant, ça te donne un petit bonus. Un petit contrôle de majorité qui entre en jeu, qui va rajouter un petit peu de tension dans la partie. Donc, vraiment beaucoup de choses. Il a l'air immersif comme jeu. Très immersif, très thématique aussi avec l'univers de la mafia, du parrain. Donc, évidemment, c'est un Simon. Il y a Rick Lang en plus. Il y a des figurines, il y a du matériel, des boîtes en métal pour ton coffre. Là. Donc c'est vraiment cool. Il va être dispendieux, par exemple. Il n'est pas donné, effectivement, pour un. Non, mais ça reste un jeu très intéressant, puis aussi original, là, je pense, sur le placement d'ouvriers classique. Là. Quelque chose d'un peu plus agressif aussi entre les joueurs. Puis c'est drôle, quand tu tues un ouvrier d'un autre joueur, tu le mets dans la rivière. Ah oui? C'est écrit dans les règles, faut que tu le mettes dans la rivière. C'est très mafieux. C'est très très drôle, donc c'est très cool. The Godfather, ouais, je m'attendais vraiment à rien. Puis, un autre jeu une belle surprise. Mettre sur ma wishlist. Godfather. Ça va coûter cher. Hein? Ouais, vraiment. T'as des goûts excessivement chers. Moi, mon numéro 6, c'est un jeu de viking tiré d'un Kickstarter 2015 et il est affiché sur mon mur que vous ne voyez pas, mais on le voit. C'est Riders of the North Sea, donc les piliers de la mer du Nord. Les pillards. Les pillards de la mer du Nord. Un jeu, quelqu'un qui est sorti, vraiment intéressant parce que la mécanique du placement d'ouvriers est assez originale. Je pense pas qu'on a vu ça avant dans ces jeux de placement d'ouvriers. C'est une belle twist. Dans le fond, comment ça se passe, c'est que vous allez avoir tout le temps juste un ouvrier. D'habitude, les placements d'ouvriers, tout le monde commence avec 2-3, puis tu peux aller en produire d'autres pour avoir tout le temps plus d'actions. Mais là, vous allez seulement avoir un ouvrier qui est noir en partant. Qui t'appartient pas, nécessairement. Puis qui t'appartient pas, c'est ça. Ouais. Vous allez le placer dans le village pour faire une action. Et ensuite de ça, tu vas retirer un ouvrier qui est sur le village pour faire ta deuxième action. Et cet ouvrier-là, tu le gardes pour le prochain tour, puis au prochain tour, tu vas le replacer pour faire une action et tu vas en retirer un autre pour faire une deuxième action. Donc, il y a 3 couleurs d'ouvriers en plus. Oui, des gris et des blancs, mais ceux-là ne sont pas disponibles au début de la partie. Dans le fond, vous allez devoir aller piller des villages pour aller chercher des ressources. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aller chercher les gris et les blancs. Et il y a certaines actions qui vont vous demander absolument un gris ou un blanc pour les faire. Ou qui vont te donner de quoi de différent si tu mets un gris ou un blanc. Disons qu'il y a une action qui peut être plus forte si tu vas avec un gris ou un blanc. Des petites twists comme ça. Vraiment intéressant. Et il y a aussi des vikings que tu vas avoir dans ta main.
que tu vas devoir recruter parce qu'il y a certains villages qui vont te demander 3, 4 ou jusqu'à 5 vikings de recruter pour pouvoir aller piller ces villages-là. Ton équipage. C'est ton équipage. Ils vont avoir de la force dans le haut de la carte. Et certaines places vont te dire, mettons, tu as pillé tel endroit, ben, une fois que tu y as pillé, tu vas compter tes points en fonction du nombre de militaires que tu as. Tu vas pouvoir aller rouler des dés rouges. Selon le résultat que ça va te donner, tu vas l'additionner avec tes vikings que tu as en jeu et tu vas faire des points de victoire à ce moment-là. Et tu peux aussi détruire des vikings parce qu'il y a des têtes de mort en jeu que quand tu en ramasses, tu dois tuer les vikings. Les Valkyries, les méchants Valkyries. Tu les envoies aux Valkyries. Mais c'est pas trop négatif parce que si tu les envoies aux Valkyries, tu vas faire des points de victoire. Tu vas monter sur l'échelle du Valkyrie. Le Valhalla. Exactement. Et selon l'échelle, tout dépendant de tes rendus à la fin, tu vas faire des points de victoire aussi. Et tu peux aussi aller chercher, tu peux aller faire des, je pense, tuer des... Non, tu peux envoyer des ressources en échange d'avoir des cartes. Ouais, tu peux faire des dons de ressources pour acheter des tuiles qui donnent des points. Exactement, aussi, ouais. Des offrandes. Des offrandes on cherchait le mot. Le chef du village, le Jarl, oui. le Jarl. C'est une des actions disponibles au village qui est disponible juste avec les gris ou les blancs. Je pense que tu peux même pas y aller avec les noirs au début. Et tu vas avoir des points de victoire, tout dépendant des ressources que tu as échangées sur les cartes. Tu vas additionner ça à la fin. Donc, c'est des petits points cachés là, de plus pour donner un petit punch. Le jeu est vraiment intéressant. Il est beau en plus. Là. Le matériel là-dedans. Hein? Hey, c'est un petit jeu. Pour la boîte est minus. Il est pas cher. La boîte est minus. Il vient avec des pièces en métal en partant. Là, mais juste les pièces en métal, ça vaut 20$. Ouais, vraiment, c'est comme une petite boîte, mais un gros jeu dans une petite boîte. Le plateau, il est quand même assez grand aussi. C'est immense. Puis là, ils viennent de sortir... 2 extensions. 2 extensions que j'ai pas malheureusement, que j'ai hâte d'essayer. Moi, je les ai, mais je les ai pas essayées encore. Bon, mais tout le monde dit que depuis qu'ils ont essayé les extensions, ils veulent plus jouer avec le jeu de base. Parce que il reste quand même assez simple le jeu de base. Oh, oui, c'est pas très complexe, donc d'avoir, je pense que ça rajoute des plateaux de plus, des règles de plus, des façons de faire des points un peu plus. Donc je pense que ça rajoute une belle profondeur, donc j'ai hâte de les essayer aussi. Moi, c'est un jeu que j'avais découvert à sa première vague. Ok. Il y avait une première vague. Kickstarté, toi? Non, en fait, je l'avais pas kickstarté, mais je l'avais acheté dans une boutique qui l'avait probablement kickstarté parce qu'il était juste disponible par là avant qu'il fasse des ententes avec des éditeurs et tout ça. Ça a pris quand même un certain temps. Puis je trouvais qu'il avait l'air cool, puis que je trouvais que la twist je place un ouvrier, je prends un ouvrier, ça, je trouvais ça intéressant, différent. Que les ouvriers appartenaient à personne, que ça roulait entre les mains des joueurs. Donc je me l'étais acheté. En fait, je pense que j'avais demandé à des amis qui me l'avaient acheté à ma fête, je pense, comme cadeau. Puis on avait joué, puis on avait vraiment aimé ça, puis je l'avais quand même fait découvrir à plein de monde. Puis là, ben, personne ne pouvait l'acheter parce qu'il était disponible nulle part. Ça a pris comme 1 an ou 2 avant qu'il fasse une entente avec des éditeurs, puis qu'il sorte à grandeur, puis qu'il y ait maintenant une version française disponible. Il est populaire, puis c'est une trilogie. Ils ont fait 2 autres jeux avec ça aussi. Je pense un jeu de Pick Up and Deliver. Puis, Explorer of the North Sea. Ouais, puis quand même cool. Aussi, Shipyard, c'est pas un excellent jeu. Ben, le meilleur des 3, c'est Riders. Là, ils ont annoncé cette semaine. J'ai vu ça, oui! Ils vont sortir, mais c'est pas un board game, c'est un RPG, c'est un jeu de rôle. Ils vont sortir un jeu de rôle dans l'univers de Raiders of the North Sea. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, c'est un univers que je trouve cool, puis le visuel de leur artiste, je le trouve vraiment hot. Et que j'ai hâte de voir que ça va l'air comme jeu de rôle, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Là, Riders était tellement populaire qu'ils ont fait Architect de West Kingdom, le même auteur. Le prochain Kickstarter qui va sortir, je pense, fin de l'été, cet automne, là, probablement. Il est parti une nouvelle trilogie. Je l'ai pas kickstarté, là. Je vais peut-être attendre de voir en magasin, là, mais ça semblait encore intéressant. Je pense qu'il y avait une petite twist, je pense qu'avec le nombre d'ouvriers que tu plaçais, ça faisait une action plus forte. T'sais, au lieu de détruire le village, ben là tu le construis, là, tu vas aller construire des buildings. Mais non, mais c'est un auteur très cool, Shem Phillips. Il a vraiment l'air d'un viking lui aussi, en fait. On va mettre une image à quelque part. Je l'ai jamais vu, mais bon, je te fais confiance là-dessus. Donc, c'est ça, Riders of the North Sea. Si vous connaissez pas ça, essayez ça, c'est vraiment un bon jeu. Donc, moi, mon numéro 5, j'y vois avec un jeu de 2015. Je sais pas si c'est tiré d'un Kickstarter, je crois aussi. Viticulture. Ouais, je pense que donc, un jeu de Stone Meyer Game qui nous a aussi fait Sight, donc très populaire. Dans Viticulture, vous allez faire du vin.
Donc, très thématique, là. Vous êtes en Toscane, je crois, ou sur l'extension, probablement. Mais c'est ça, vous allez faire du vin et vous allez devoir aller faire des commandes. Puis ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que vous allez avoir des ouvriers que vous allez pouvoir placer pour la saison du printemps et vous allez devoir vous en garder parce que durant le même tour, il va y avoir une saison d'automne pour aller faire d'autres actions. Donc si tu as tout utilisé tes actions au printemps, Tu peux plus en faire à l'automne. tu peux plus en faire à l'automne. Donc, puis les actions à l'automne sont vraiment différentes du printemps. Tu sais, à l'automne, tu vas pouvoir aller récolter ton vin, tout ça, aller faire tes commandes. Fait que c'est là vraiment que tu vas faire tes points. Tandis qu'au printemps, tu sais, tu te prépares pour tes récoltes. Tu as vraiment une et petite tout. planification à moyen terme là, dans le Ouais, tour. exactement. Non, vraiment intéressant. Le jeu est classique là, dans ses mécaniques. Là. Tu places tes pions, tout. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Tu as un grand dé, un gros meeple, dans le fond, que lui te permet que si une action est bloquée, ben, avec ton gros meeple, ton grand dé, tu vas au moins pouvoir aller faire l'action qui est. Ok. Fait que tu seras jamais vraiment bloqué, mais tu en as juste un meeple comme ça. Donc, c'est à toi de gérer jusqu'à quand tu es prêt à le garder. Fait Quelle que genre action qui est vraiment Genre importante. le push pour your toi. luck Ouais. de dire je vais me garder beaucoup d'ouvriers pour faire ça, mais si les autres prennent ces actions-là, Exact. je ne peux pas les faire. Non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi de ce jeu-là, c'est que tu peux aller construire des bâtiments. Puis tout coûte de l'argent dans ce jeu-là. Et de l'argent, c'est dur à avoir parce que pour avoir de l'argent, ben, tu dois aller faire quelques actions. Donc tu dépenses des bonhommes pour ça. Ça te donne pas énormément d'argent. Sinon, il faut que tu aies vendu des commandes. Puis c'est vraiment difficile. Puis les buildings coûtent cher. Mais t'as Ça pas le devient quoi, des choix. actions personnelles? Ben, les buildings, dans le fond, c'est parce que quand tu fais des commandes de vin, tu vas aller produire du vin, mais tu peux produire jusqu'à un maximum de ton vin, un maximum de degrés de vin. Ok. Puis si tu vas aller construire un cellier, ben là, ça va te permettre que ton vin va pouvoir avoir un niveau supérieur. Un autre cellier, un autre niveau supérieur. Fait que si tu as des commandes de vin qui disent ça me prend un vin rose ou un vin rouge de niveau 6, mais que tu n'as pas le cellier pour te rendre jusqu'à 6, là, tu es bloqué à 3. Fait que là, faut que tu construises ton cellier qui coûte 4 ou 6. Fait que ça peut te coûter cher. Puis là, tu vas aller planter des vignes aussi dans tes champs. Mais là, tes champs, à un moment donné, ils ont un maximum de vignes que tu peux aller planter. Fait que là, tout est dur à gérer dans ce jeu-là. Puis c'est une course au point aussi parce que la partie se termine, le premier qui a 20 points, Ça déclenche. ça déclenche la fin de partie. Donc, puis c'est assez difficile là, aller chercher des points dans ce jeu-là. Fait que, tu sais, le stress de voir les autres joueurs vraiment en avant de toi, puis de dire aïe, comment je vais faire pour remonter la pente, c'est pas évident. C'est quand même stressant comme jeu, mais très bien. Puis pas trop compliqué, je dirais. C'est pas le jeu le plus coloré au monde. Mais il y en a là. beaucoup qui le placent haut dans leur préférence de Ouais. placement d'ouvriers. Ben, il est Souvent, classique, là. on voit les discussions sur les médias sociaux, tout ça, c'est un jeu que Ben, les surtout gens avec recommandent l'extension. souvent. Là, et Révélation Choc, je ne l'ai jamais essayé. Quoi, Non, David? non, j'ai jamais, ça n'a jamais donné, mais un jour je vais essayer viticulture. J'ai tellement de gens qui me l'ont Ben, bien surtout qu'il recommandé. est accessible, là, vraiment. Là, il est pas trop dispendieux. Ils ont sorti l'Essential Edition là, qui rajoute. Ah, puis il y a la version du stock. française à cette heure de disponible. Elle est déjà disponible? Ouais. Ok, bon. ouais. Mais pour vrai, la version anglaise, tu sais, il y a des petites quelques cartes, gestion Il de y a pas main beaucoup un de peu texte, à gérer, mais le jeu est bien iconographié, là, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment au niveau des règles qui se trouvent bien sur Internet. Donc, essayez bientôt, peut-être demain ou jour. Ouais, les qui sait. titres de Québec. Ouais, soir. Qui sont dans le passé parce qu'on publie probablement cette vidéo Ouais. une fois que l'événement est fini, en tout cas, c'est C'est pas mélangeant. mal certain. Moi, mon numéro 6, c'est un de mes grands classiques. Numéro 5. 5? Ah, Ouais. 5? Oui, 6, c'était Godfather. 5, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Donjons Dragons. Oh! Et en tant que joueur de jeu de rôle, dès que j'ai vu ça, j'ai comme fait un jeu de société cool dans l'univers de Donjons Dragons. Lord, C'est Lords of Waterdeep. un excellent choix, ça. Donc, un jeu qui se passe dans les royaumes oubliés, un univers que je connais beaucoup, que j'ai lu des romans, que j'ai joué des games de donjons dans cet univers-là, dans la ville de Waterdeep même. Donc, aussi des jeux vidéo, en tout cas, plein d'affaires. Donc, c'est un univers que je connaissais beaucoup. Donc, évidemment, quand j'ai vu ce jeu-là, hey, je l'achète, je le veux, nanana. Et en jouant, mais ça a été un jeu vraiment cool. C'est un jeu assez classique, là. On s'entend-tu que la mécanique de. Pas la mécanique, Le mais thème, de Donjons ça Dragons. peut être n'importe quoi. Mais c'est juste Ouais. cool parce que c'est donjon. Ben, moi, je connais aucunement Donjons Dragons. Puis quand ce jeu me rebutait, juste pour la thématique,
Puis quand j'ai joué, j'ai aucunement. Ouais, t'en ressens pas vraiment. Là, Non. Au début, t'as une carte t'es un des seigneurs de la ville. Là, fait que, si tu connais l'univers, c'est comme Ouais. ah ouais, moi je suis tel seigneur, mais si tu le connais pas, on s'en fout. Là. Puis les cubes ont tous des Ça noms te donne un particuliers. bonus, là. Mais nous, on les appelle tous le cube mauve. Non, le cube noir, le ça cube c'est blanc. important. Là, on fait des quêtes, là. On fait des quêtes dans le jeu là pour faire des points. Pour faire des quêtes, ça prend des aventuriers. Fait que les petits cubes oranges, c'est pas des cubes oranges, c'est des guerriers. Les petits cubes noirs, c'est des voleurs. Puis les petits cubes mauves, c'est des mages. Puis les petits cubes blancs, ben, c'est des clérics. Puis là, j'ai les petits D&D meeples là, en plus dans mon cute. jeu. Là. Ouais. J'ai eu ça en cadeau de fête à un moment donné. Donc, c'est vraiment cool. En fait, ce que je trouve le fun aussi dans le jeu, je pense qu'il y a deux choses qui se démarquent un petit peu des autres placements d'ouvriers. Le premier, c'est qu'on a un plateau de base. Puis on a des espaces vides dans lesquels on va construire des bâtiments pendant la partie. Fait que c'est les joueurs qui vont dépenser de l'argent, construire des bâtiments, qui vont débloquer des nouvelles actions qui sont quand même pas mal plus fortes que les actions vraiment, de base. Vraiment. Puis quand tu construis un bâtiment, tu vas mettre ton petit jeton de ta couleur dessus. Il t'appartient à toi. Fait que si un autre joueur va faire l'action de ton bâtiment que tu as construit, tu vas gagner un bonus. Fait que là, tu es content. Genre, je construis telle action qui est vraiment forte, mais quand les autres vont l'utiliser, moi, je fais un petit bonus, je récolte des ressources. Fait que s'ils vont pas, c'est pas grave, moi, je vais y aller. C'est une super bonne action. Fait que t'es gagnant de toute façon. Puis tu peux faire ta propre action parce qu'il est aussi disponible pour toi. C'est juste Ben que oui, t'auras pas le bonus, bonus. évidemment. Là. Mais tu sais, ça devient super intéressant pour ça. Puis l'autre chose qui est cool, c'est le port. Puis là, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de Chimera Station. En fait, on a l'action du port qui permet de jouer des cartes. Les cartes qui sont un petit peu... C'est du take that Un petit peu du take that. là. On peut voler des ressources aux autres joueurs. On peut leur forcer une quête obligatoire d'en face. Là. C'est ce qui rajoute pas mal d'interactions. Ça rajoute entre un les peu de joueurs. tension. Là. Donc, on va placer nos ouvriers d'avance dans le port, mais on peut pas exécuter l'action quand on place notre ouvrier. Puis à la fin du tour, quand plus personne n'a d'ouvrier, ben là, on prend les 3 ouvriers du port, puis un par un, on va faire l'action de jouer une carte. Puis après ça, on peut replacer cet ouvrier-là ailleurs sur le plateau pour faire une action dans ce qui reste de disponible. Ah, tu peux pas jouer ta carte tout de suite quand tu l'as mis au port? Nous, on jouait notre carte tout de suite au port et à la fin, on pouvait reprendre notre pion et Ben, en refaire fait, une je me action souviens pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Mais ça ça se se peut. peut. Je jouais mal, mais il me semble que c'est ça. Non, ça se peut, t'as Tu places ton t'as pion, tu peux tout de suite aller jouer ta Mais carte à la fin, intrigue, tu vas le replacer et à la ailleurs. fin, tu le places ailleurs. Ouais. Fait que ça te permet Ouais, c'est au ça. moins d'avoir... Tu sais, parce que juste jouer ta carte intrigue, tu sais, ce jeu-là, faut vraiment que tu accumules des ressources. C'est le but, là, d'aller faire des quêtes qui demandent beaucoup de ressources. Donc quand tu vas juste jouer une carte intrigue, ça fait pas grand-chose. Mais c'est ça, l'intérêt, c'est qu'à la Tu vas fin, aller faire ça une te donne autre une action, action de ouais. plus. Mais c'est ça, tu joues tout de suite ta carte intrigue, puis à Voilà, la fin... tu sais, faut que je le ressorte, j'ai fait longtemps que j'ai pas joué. Vraiment un bon jeu, puis Ouais. accessible, pas trop Vraiment. compliqué. Non. Je comprends pas qu'il n'est pas traduit en français, ce jeu-là. Ouais. par exemple. Mais tu sais, ça a été publié par la compagnie qui fait Donjon Dragon, le Wizard of the Coast. Ouais. Là, puis leur board game, ils font pas traduire. Là, fait que, tu sais, C'est plate parce que sur les cartes, il y a quand même du texte un peu, les règles, tout. souvent, c'est ça. Tu sais, les grosses compagnies américaines, ils n'ont pas nécessairement le réflexe de faire traduire leur jeu en français parce que c'est pas nécessairement le public qui C'est quand même un jeu dans le top 100 BGG aussi. C'est un jeu qui a fait ses preuves dans ouais, la il a communauté fait ses des preuves, joueurs, ouais. là, mais Wizard of the Coast, là, vous êtes pas gentils que les francophones. Numéro 4, j'ai choisi le jeu Manhattan Project Energy Empire. Ah, Donc, un jeu qui est sur ma wishlist. oui, on en a parlé tantôt en plus, c'est drôle. Donc, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Manhattan Project, mais qui est quand même assez différent de l'original de Manhattan Project. Dans celui-là, c'est qu'on va se lancer dans l'énergie, dans l'industrie de l'énergie. Donc, on va essayer de faire de l'énergie, de faire des points. Donc, on va avoir des petits ouvriers en carton. On va avoir aussi des dés qui vont présenter les différentes sources d'énergie. Puis c'est vraiment la partie cool du jeu. Ça vient vraiment chercher la thématique. Puis, évidemment, comme prof de sciences, une petite thématique environnement, pollution, ça vient me chercher particulièrement. Puis c'est vraiment bien implanté dans le jeu. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir de l'énergie, en fait, on va lancer nos dés d'énergie qu'on a réussi à acquérir depuis le début de la partie. Au début, on a évidemment juste des énergies sales et polluantes, donc des énergies fossiles, au pétrole et tout ça. Fait qu'on va avoir beaucoup de ces dés-là qui sont très polluants. Et chaque fois qu'on va polluer, en fait, on va mettre des petits jetons de pollution sur notre plateau personnel. Puis évidemment, plus il est pollué, puis moins on va avoir de bonus de points à la fin de la partie. Plus la partie avance, plus on peut acheter des dés d'énergie propre. Donc on peut acheter un dé d'électricité, d'hydroélectricité, un dé d'énergie éolienne. On peut acheter différents dés qui ont différentes couleurs. Et évidemment, ces dés-là ont moins de pollution, mais vont peut-être faire un peu moins d'énergie par contre. Mais on va faire moins de pollution. Fait qu'on va avoir une espèce de pool de dés d'énergie qu'on va avoir pour générer l'énergie qu'on va utiliser.
L'énergie va nous servir à quoi? À activer des actions qui vont se faire sur des cartes qu'on va avoir construites. On construit une espèce de plateau personnel, une espèce de tableau si on veut. On a un plateau principal, fait que la partie placement d'ouvriers se joue là, sur le plateau principal. On va placer nos ouvriers, on va aller faire des actions. Puis quand on n'a plus d'ouvriers, ben on peut évidemment ramener nos ouvriers. Puis c'est là qu'on va relancer tous nos dés d'énergie. C'est comme si on commençait une nouvelle ronde. Mais chaque joueur le fait quand il veut. Là. On n'est pas obligé de le faire en même temps que les autres. Tu peux même le faire avant d'avoir placé tous tes ouvriers. Si tu n'as plus d'énergie, par exemple, tu pourrais dire OK, ben à la place de jouer un ouvrier, je ramasse ceux qui sont sur le plateau. Puis là, je régénère mon énergie avec mes dés. Ce qui est cool aussi, c'est que les places sont pas bloquées quand on a un ouvrier là. Par contre, il faut mettre un ouvrier supplémentaire. Fait que les ouvriers sont comme en carton, puis ils s'empilent les uns par-dessus les autres. Puis dans le fond, s'il y a un ouvrier sur une case, ben si toi t'en mets 2, tu peux faire l'action. Un peu à la Marco Polo, parce que tu mettrais un dé, le dé que tu mets de plus, il faut que tu le payes. Tu payes en pénalité, donc là, il faut que tu payes un ouvrier supplémentaire pour faire l'action qui est déjà quelqu'un. Fait que ça, c'est cool aussi, ça te bloque pas, mais ça te permet de gérer un petit peu mieux tes choses. Et il y a des actions qui vont te permettre d'aller acheter justement des bâtiments, des usines, des trucs que tu vas construire dans ton tableau personnel. Et ton énergie va te servir à activer, dans le fond, les usines, les bâtiments que tu as construits. Et ces bâtiments-là vont te permettre de transformer des ressources, d'aller faire des points, de faire différents effets, de polluer ou dépolluer aussi ton environnement, parce qu'il y a des effets de jeu qui te permettent d'enlever des jetons de pollution. Donc, il y a quand même plein de choses qui se passent et on va avoir, en fait, c'est un jeu, on essaie de faire des points et on va avoir des espèces de cartes d'événements qui vont se produire à certains moments pendant la partie à des intervalles de pollution. Donc, exemple, après 5 jetons de pollution, il se passe une carte d'événement. Après 50 jetons de pollution, il se passe une carte d'événement. Fait que ça met comme un genre de timer sur la partie. OK. Puis ces cartes-là, quand elles se déclenchent, vont aussi avoir une façon de marquer des points. Fait qu'il y a une des lignes de ton plateau personnel qui va marquer des points. Fait que tu vas t'arranger pour peut-être enlever la pollution. Si tu sais par exemple que c'est le ciel qui va marquer des points à la prochaine carte parce que tu as des effets de jeu qui te permettent de regarder ces cartes-là. Fait que tu peux te préparer en conséquence ou tu as des façons de savoir l'information avant les autres, avant que ça se déclenche. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment un très beau placement d'ouvriers. Encore une fois, c'est un jeu qui avait passé sur Kickstarter. Il y a eu beaucoup d'upgrades de composantes. Fait que les ressources, c'est vraiment le fer là-dedans, c'est comme un genre de H-beam, un petit morceau de H-beam. C'est vraiment des trucs de qualité en résine, tout ça. Donc, je pense qu'il n'est pas si cher que ça. Il est comme une cinquantaine de dollars. Là, quand même, son seul bémol, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de version française. Mais y a-tu tant de texte que ça sur les cartes? Ben quand même, là, pour les différents effets des usines, ces choses-là. Okay. Puis j'avais jasé avec l'éditeur Minion Game là, qui avait publié le jeu. Quand j'ai fait ma vidéo, là, on s'était jasé sur les médias sociaux. Puis il m'avait dit, il avait publié ma vidéo en disant, ce gars-là a fait une vidéo en français, je comprends rien, mais en tout cas, il a l'air d'avoir aimé ça. Là. Ouais, il a l'air de savoir de quoi il parle. Il avait partagé ma vidéo, puis là, j'avais jasé un petit peu, puis il m'avait dit, en tout cas, il dit, c'est le fun de ta vidéo, mais il dit, on aimerait ça le publier en français, mais on n'a pas d'éditeur qui nous a dit oui, ou il n'y a personne qui voulait le publier. Donc, c'est surprenant parce que. On fait un appel à tous, là, si vous êtes un éditeur francophone, si vous voulez une version française de. C'est un jeu qui a son hype pas mal fort. Puis, ça me surprend. Puis le premier Manhattan Project avait été traduit en français. Je me souviens plus par qui. Yellow, non? Je sais plus quel éditeur qui l'avait publié en français, mais en tout cas, celui-là, on n'a pas trouvé. Puis je pense que c'est un jeu qui clairement mériterait une traduction. Oui, c'est vraiment un très très bon jeu de placement d'ouvriers. Il est sur ma liste. Il est très thématique en même temps. Là, puis, des jeux de même environnemental, l'industrie de l'énergie, c'est quand même une thématique assez rare. Là. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment, vraiment bien, vraiment original. Donc c'est mon numéro 4, Energy Empire. Bon choix, bon choix. Mon numéro 4, moi, j'y vais avec un jeu de 2008, un jeu familial qui était dans les premiers du genre là, pour la famille. J'y vais avec Stone Age, l'âge de pierre. C'est un jeu que je sors avec des nouveaux joueurs tout le temps, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il n'a pas aimé ce jeu-là. Vraiment, là, très cool. Il est cool, il est simple, il est efficace, il fait la job qu'il a à faire. Vraiment, là. Puis il est beau, il est immersif, on sent quand même la thématique dans le jeu. Vous êtes un clan là, de l'ère de pierre, l'homme des cavernes, justement. Et vous allez chercher des ressources, on va placer nos ouvriers pour aller chercher différentes ressources.
Puis ce qui est spécial de ce jeu-là, c'est que selon le nombre d'ouvriers que tu as placés, Il y a des dés. tu vas récolter des dés et tu vas les mettre dans un petit gobelet, tu vas les brasser et tu vas diviser le total que ça te donne selon la valeur de la ressource. Exemple, le bois, il est moins rare que l'or. Donc, tu vas diviser le bois par 3 versus l'or, qui est ton résultat, tu vas le diviser par 6. Donc, évidemment, tu vas ramasser moins d'or pour le même chiffre qui va te sortir que le bois. Tu additionnes les chiffres que tu mets Exactement. sur tes dés, en fait. Tu as du bois, tu as de l'argile, tu as de la pierre, tu as de l'or, puis tu as de la nourriture. Et plus tu vas aller faire des ouvriers, ben, tu dois les nourrir à la fin. Manger. Puis si tu n'es pas capable de les nourrir, tu vas perdre 10 points de victoire. Donc, aïe aïe, ça peut faire mal. Mais j'ai entendu dire du monde qui a comme stratégie de dire c'est pas grave, moi je nourris pas mes ouvriers jusqu'à la fin. Je perds mes 10 points de victoire parce que tu perds pas 10 points de victoire par ouvrier, tu perds une fois 10 points par tour. Fait que, c'est anticlimatique de nourrir ses ouvriers, moi je suis pas d'accord. Mais tu peux nourrir tes ouvriers en leur faisant manger du bois ou de l'or. Fait que si t'as plus de nourriture... Les hommes des cavernes avaient des bonnes dents à l'époque. Mais c'est pas payant de faire ça évidemment parce que tes ressources, tu vas pouvoir les échanger pour aller construire des petites huttes. Et ces huttes-là, dans le fond, tu vas aller placer un ouvrier pour la ramasser et tu vas payer le coût qui est demandé. Puis tu vas faire des points de victoire à ce niveau-là. Donc, très intéressant. Il y a des petites huttes qui peuvent te dire tu peux échanger jusqu'à 7 ressources de ton choix et selon les ressources que tu as mis, ben, chaque ressource a une valeur. Puis si tu as échangé, mettons, 7 or, ben 7 x 6, 42, si je me trompe pas. Donc 42 points one shot, boom. Il y a des combos assez intéressants dans ce jeu-là quand même. Puis il y a plein de choses à regarder, il faut que tu puisses être capable de bloquer les autres, pas les laisser ramasser n'importe quoi. Puis vu qu'il y a du dé là-dedans, ben tu peux aller chercher des outils. Puis ces outils-là, plus tu vas aller en chercher, tu peux les tasser sur le côté. Mettons, tu as un outil de 3, puis tu avais un dé, puis ton dé ne te permet pas d'aller chercher ton or qui était 6 parce que tu as eu 5, mettons. Ben 5 divisé par 6, ça se peut pas. Donc tu aurais un gros 0 ressources pour ça. Donc avec ton 3, ben 5 plus 3, tu aurais 8. 8 divisé par 6, tu aurais au moins une ressource. Fait que les outils viennent comme changer la chance un peu, contrôler l'effet de chance que tu aurais créé. C'est très bien. Puis tu as des cartes aussi que tu peux aller chercher. Puis ces cartes-là, c'est un peu du set collection, si je peux appeler ça comme ça dans le fond. Là. Un peu à la Five Tribes, que je dirais que plus tu as des cartes différentes, avec des ressources différentes, des symboles différents, plus que tu vas aller faire des points. Je pense que tu peux aller chercher qu'à 60 points si tu as les 8 ou 9 symboles différents. Donc c'est vraiment pas à négliger non plus. Et tu as des cartes jaunes qui ont des petits bonhommes dessus. Puis plus tu as des bonhommes accumulés avec, mettons, des outils que tu as fait ou accumulés avec le nombre de huttes que tu as fait, c'est des multiplicateurs de fin de points de victoire. Il y a plusieurs façons de marquer des points à la fin de la partie selon les huttes que tu as achetées. Tu peux être très en avance au début parce que les points des huttes, tu vas les mettre tout de suite, mais avec les cartes à la fin, tu peux vraiment dépasser quelqu'un. Il y a des combos assez faut pas que tu laisses personne ramasser toutes les cartes qui sont différentes parce que tu vas te faire ramasser sinon. Il y a une extension aussi, là, il rajoute comme des bijoux que tu peux faire. Moi j'ai essayé une fois. Ouais, puis ça rajoute une nouvelle ressource dans le fond qui est comme des morceaux de bijoux. Puis c'est des nouvelles cartes qui vont aussi faire des points. Donc tu as une nouvelle façon de faire des points avec ça. Donc, ça rajoute un petit peu de profondeur, un peu plus d'options. Mais ça reste quand même un bon jeu d'introduction. C'est un jeu familial. Il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu de base. L'extension, je pense pas que c'est un must pour ce jeu-là. Non, ben le jeu de base, il n'y a pas de flafla. C'est vraiment un placement d'ouvrier classique, mais qui a son charme avec justement les dés puis les divisions que ça te donne de ton total. Vos enfants, on pourrait pratiquer les mathématiques. Ouais, puis il y a l'âge de Pierre Junior qui est sorti aussi. Là, version enfant. Version enfant, mais je pense que c'est vraiment un autre jeu complètement. Ils ont juste gardé le... C'est un jeu de mémoire, je pense. Ouais, ils ont juste gardé le thème sans regarder vraiment... Mais non, Stone Age, j'ai vraiment bien apprécié, puis c'est le genre de jeu qui va rester dans ma bibliothèque probablement toujours. Un classique. Donc, pour mon top 3, en 3e position, là, on parle de la grosse viande. Là. C'est pas n'importe quoi, les 3 meilleurs jeux de placement d'ouvriers. Et oui, pour nous, là, c'est personnel à nous. Là. Donc, numéro 3, un jeu qui a été fait par 2 Italiens. Oh! Un jeu de placement de dés. Oh! Un jeu sorti en 2015, Polo. Un bon jeu de piscine. Ouais, donc les voyages de Marco Polo.
Ce jeu-là, ça faisait 6 mois que je l'avais dans ma collection. My God, sacrilège! Il était jamais sorti, puis David me disait que c'était temps pour le sortir, Ouais. c'est tellement un bon jeu. J'ai fini par le sortir, puis honnêtement, j'ai été... T'as pas été déçu en tout J'ai cas. pas été déçu, j'ai été ébloui par ce jeu-là. La preuve, c'est que ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé à jouer, puis il est déjà top 3 dans mon top 10. Donc, vraiment un bon jeu. Le voyage de Marco Polo, comme je disais, c'est un placement de dés. Vous allez avoir... Ce qui est particulier de ce jeu-là, c'est qu'il est asymétrique, si je peux dire. Tout le monde commence avec un personnage différent. Ouais, puis les pouvoirs des personnages sont forts, là. Ils changent les règles, ils brisent Oui, les règles même. vraiment. C'est intense. Là. Les règles ont des règles spécifiques, mais ces joueurs-là vont toujours avoir des exceptions qui vont avoir des passes droits. Exemple, il y en a un que les gens vont au bazar, ils vont aller ramasser des ressources. Il y en a un qui lance pas les dés, ils décident le chiffre. Ouais, ça c'est intense. Ça. Puis quand tu vois ça, S'il tu veut 5-6, il peut avoir 5. Quand tu vois ça, tu fais comme, mais non, il est ben trop fort. Puis finalement, quand tu joues, tu fais comme, ah non, les autres sont tous si forts dans leur façon. Exactement. Mais il faut vraiment que tu te serves de ce pouvoir-là pour construire ta stratégie autour de ça. Si tu fais pas ta stratégie en fonction de ton bonhomme, tu vas perdre ta partie, c'est sûr. Donc, ça, en partant, j'ai trouvé ça très bien. Là. Je connais pas beaucoup de jeux qui ont ça en partant. Puis, ce qui est le fun de ce jeu-là aussi, c'est que d'habitude, les placements d'ouvriers, vous êtes bloqués pour les actions que vous faites, tandis que là, comme j'ai dit tantôt, si vous avez un adversaire qui est placé, vous pouvez aller placer un dé par-dessus, et selon le chiffre qui est écrit sur votre dé, si j'avais un 3, mettons, je dois payer 3 pièces d'or de pénalité pour pouvoir faire la même action. Donc, je suis pas bloqué, Mais ça te coûte plus mais cher. ça me coûte une pénalité. Puis, des chameaux que tu peux ramasser Ouais, aussi. Ouais. Oui, mais il y a des meeples de chameaux. Là. Oui, Faut pas et- sous-estimer. Ce qui est triste de ce jeu-là, par exemple, c'est qu'il y a des petits chameaux et des gros chameaux, puis on se mélange mon souvent Dieu. avec la grosseur Les du blocs chameau. d'or, tu sais, c'est comme. Ah, c'est oui. un petit ou un gros bloc d'or, hein? Il y a des 3 puis des 1, mais on se mélange toujours en prenant un 3 puis on voulait prendre un, mettons. Mais tout ça pour dire que les chameaux, c'est ça, ils peuvent changer ta valeur de dé ou tu peux même rebrasser un dé avec ça. Ou t'acheter un dé bonus. Ou t'acheter un dé noir bonus pour faire une action de plus. Donc c'est intéressant pour un jeu de dés. D'habitude, il y a du hasard, mais ça vient enlever le hasard un peu. Fait que très intéressant pour ça. Et comme Marco Polo, c'est un explorateur, c'était en fait. Donc, il va y avoir une grosse map aussi. Donc, il y a un endroit pour aller ramasser des ressources pour acheter des contrats, mais il y a aussi la map. Tu vas pouvoir aller placer des comptoirs dans différentes villes. Là. Ouais, c'est ça, différentes villes. Et ça va te débloquer des actions supplémentaires. Ou des à ton petits tour. bonus aussi. Puis des petits bonus, des revenus qu'à chaque début ça, de c'est partie, tu vas aller soit ramasser de l'argent, des petites ressources de Des plus. chameaux! Des chameaux, justement, des trucs comme ça. Puis à la fin, lui qui va avoir le plus de comptoirs sur les villes va avoir un bonus supplémentaire s'il a été construit dans telle ville. T'as comme je une pense, carte là. d'objectifs, là. Ouais. T'as des petites cartes d'objectifs, si t'as un contrôle dans telle ville, Un peu à à la la fin de la, ticket to ride. à la fin là. de la game, ouais, Ouais. c'est ça. T'as des points bonus. là. Mais c'est pas un must, là. T'sais, Non, moi je fais jamais ma stratégie en fonction de ça. Je trouve pas que c'est assez payant. ben, des fois, c'est faisable, là, mais t'sais, faut Mais pas c'est parce que ça coûte cher Ouais, de c'est se ça. déplacer. là. Ouais, voyager, c'est vraiment cher. Ça coûte cher en argent et ça coûte cher en chameau. Donc à un moment donné, il faut que tu décides qu'est-ce que Non, tu non, veux c'est faire. ça. là. Tu peux pas tout faire dans le jeu, là. Mais avoir joué avec quelques parties, je pense que aller chercher des contrats, ça reste l'objectif principal. Et C'est ce qui est quand le même plus payant, là, ouais. effectivement. Donc, non, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Bon jeu, pas trop compliqué. Du familial plus. Là, je Les dirais, parties là. sont quand même, tu sais, c'est comme 5 C'est rapide. rondes, là, c'est comme, c'est fini, tu fais comme, mais non, je Après 3 rondes, on fait What? c'est comme, je jouerais 2 rondes de plus, là, Ouais. qu'est-ce qui se passe, c'est fini Ouais. déjà, non. Il y a vraiment une durée rapide, là, c'est quasiment trop rapide, c'est rare qu'on dit ça dans un jeu, là, mais Ben, ça doit être parce qu'on a du fun à chaque fois. On voit pas le temps la partie, passer elle non passe plus. vite, là, ouais, c'est vraiment, puis tu sais, il est bon à 2, il est bon à 3, il est bon à 4, Ouais, le jeu s'adapte en fonction que t'es 2, 3 ou c'est vraiment 4. cool. Tu vas avoir des restrictions sur leur map ou des trucs comme ça. Puis les pouvoirs des personnages vont être un petit peu moins forts quand t'es 2 joueurs ou des trucs comme ça. Là. Je sais que lui qui peut avoir des ressources de plus quand les autres vont au bazar, ben il y a 2 places qui peuvent avoir des bonus Plus il y a de quand t'es joueurs, 2, mais ouais, quand il est t'es différent. joueur, il en enlève un peu. Ouais. Fait que tu sais, le jeu s'adapte là, selon le joueur que t'es. Très bon jeu, Marco Polo. C'est un excellent choix. Mm. Moi, j'ai choisi un jeu que t'as déjà parlé. Ah oui, premier crossover. Et au crossover, Oh. c'est le jeu Pillard de la mer du Nord. Non, je n'ai pas parlé. Ah oui, Eh oui. Riders, oui. Raiders, on a titre français puis titre anglais. Ouais, là. ouais. Donc, Raiders of the North Sea pour les anglophones. Donc, bon, on a parlé beaucoup tantôt. Là, Mais la petite la twist, belle twist qui est de intéressante. je place un ouvrier, Ah oui. j'enlève un ouvrier à un endroit différent. Donc vraiment une belle dynamique, les tours de jeu ça roule, c'est fluide.
moi, les parties que j'ai jouées ont été excessivement serrées, donc Oui, ça fait vraiment des expériences mémorables, des parties, le fun qu'on se souvient encore. Et tantôt, on a parlé, bon, c'est une trilogie, il y a 2 autres jeux, mais ils ont aussi sorti une espèce d'extension qui s'appelle Rune Saga. Ah oui, je connais pas. Qui est une extension que tu dois faire comme un gantelet en jouant une partie des 3 jeux, un à la suite de l'autre. Okay. Dans le fond, cette extension-là, ce qu'il rajoute, c'est comme des objectifs. Fait qu'exemple, tu joues la première partie, c'est Shipwright, celui qui est pas bon. Là. Fait qu'on joue à Shipwright, puis là, il y a des objectifs. Fait que si tu réussis un objectif, tu vas prendre des cartes. C'est comme des grosses pierres vikings, là, des genres de minerais ou je sais pas trop. Là. Des runes, que des runes dessus. Puis ça va lui donner cette carte-là, puis ça va lui donner un point pour la saga. C'est comme si on faisait une mini-campagne de 3 parties, si on veut. Okay. Puis ceux qui gagnent la première partie vont gagner des runes aussi. Puis les runes vont donner un pouvoir pour le prochain jeu. Puis là, on va commencer une partie de Raiders. Puis là, ceux qui ont gagné des pierres de runes dans la première partie, ben là, ils ont des pouvoirs de plus. Okay. Ils ont des petits bonus quand ils vont faire certaines actions. Il va y avoir des nouvelles pierres à gagner dans Raiders. Fait que là, tu peux réussir avec les objectifs en gagner. Puis celui qui gagne la partie va gagner aussi des pierres, etc. Après, on va aller jouer à Explorer. Même chose, il va y avoir des pierres, mais là, ça va juste être pour les points. Puis à la fin des 3 parties, celui qui a plus de pierres de runes gagne la campagne. Ça te permet de sortir ton shipyard. Ça te permet de jouer à Shipyard parce que c'est vraiment mauvais. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment cool comme concept. En fait, je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs, vraiment, comme concept. Ben là, peut-être avec les Century, là, qui vont... peut-être faire de quoi. Du genre, là, ouais, c'est ça, mais c'est quand même rare les jeux qui font des trilogies comme ça. Avec de quoi pour les unir. Je l'ai, la trilogie Rune Saga, mais encore une fois. Ça sort pas tant que ça. Je l'ai même pas essayé, en fait. Donc, honte à toi. Faut que je trouve le courage de rejouer à Shipyard. Mais ça reste que Raiders est un excellent jeu. C'est pour ça que c'est mon numéro 3 des placements d'ouvriers. Numéro 2, un autre jeu qui a passé par Kickstarter, une grosse mode ces années-ci. Donc, c'est le jeu Yokohama. Un autre jeu sur ma wishlist. Un autre jeu qu'on s'est parlé tantôt, c'est quand même drôle. Ouais. Donc, Yokohama, un jeu... C'est pas très beau, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore. Ouais, la boîte, elle nous attire pas du tout. En fait, même le plateau, là, quand on regarde de quoi ça a l'air en arrière, c'est comme... Je sais pas, une coupe de trucs de bois, de cubes de bois, des petites tuiles un peu bizarres avec des symboles. Ça a l'air vraiment bizarre, mais c'est malade comme jeu. C'est un gros jeu de gestion, un gros jeu de planification. On va avoir une ville qui est représentée par des tuiles qui sont placées les unes à côté des autres. Puis ça, c'est les tuiles où on peut aller faire les actions. Et à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des petits cubes qui représentent nos ouvriers. Et qu'on va aller placer 3 petits cubes au début, là, puis on peut augmenter ça pendant la partie. Puis on va placer des petits cubes à différents endroits, sur des endroits différents, ou 2 à la même place. Fait que 3 places différentes ou 2 à la même place. Et après ça, on va avoir notre président de compagnie, qui est un gros meeple, si on veut. Et lui, on va aller le placer à un endroit où on a des ouvriers. Et lui, quand il va arriver dans un endroit où il y a des ouvriers, il va activer la tuile d'action selon le nombre d'ouvriers qu'on a. Donc lui, il compte pour un ouvrier. Chaque ouvrier que j'ai placé compte pour 1. Fait qu'on peut aller jusqu'à 5 de pouvoir là, sur une tuile pour faire l'action à un pouvoir 5 puis ramasser le plus de ressources ou faire l'action de la façon la plus puissante possible. C'est intéressant, ça, j'ai pas vu ça fait dans que ça aussi, c'est assez rare. Ouais. Et aussi, une fois que ton président est sur le plateau, en fait, après, il faut qu'il se déplace seulement sur les endroits où il y a des ouvriers. Fait qu'il faut que tu fasses comme un chemin pour se déplacer. Et il peut pas, évidemment, ton président peut pas aller où est-ce qu'un président adverse, parce qu'il s'aime pas, c'est pas les présidents de la même compagnie. Puis si tu places des ouvriers où est-ce que le président d'un autre joueur, tu vas lui donner de l'argent. OK. Ou si tu passes aussi avec ton président où est-ce que l'autre, si tu es dans ton chemin, que tu fais juste passer où ce qui est, tu vas aussi donner de l'argent. Fait qu'il y a un petit peu d'interaction indirecte là, comme ça. On peut bloquer aussi, si je mets mon président quelque part, ben là, je sais que tu peux pas aller faire l'action parce que tu te prépares, parce que tu as déjà 4 ouvriers là. Fait que je sais que tu vas aller faire l'action niveau 5. Fait que là, j'y vais pour te bloquer. Fait que c'est très tu es obligé de planifier ailleurs pis tout ça. Fait que c'est vraiment un jeu qu'il faut voir comme 1, 2, 3, 4 tours d'avance parce que tu penses à bloquer les autres aussi. Tu penses à bloquer, mais il faut aussi que tu prépare ton chemin, puis tu planifies, ok, ben à ce tour-là, je vais aller faire cette action-là, un pouvoir 2, puis là, je prépare cette action-là parce que je voudrais la faire un pouvoir 5, puis je vais la faire dans 2 tours, fait que là, il faut que je m'assure d'avoir un chemin qui va jusque-là. Beaucoup de choses à gérer, il y a des petits bonus qu'on peut gagner aussi. Si on est le premier à faire l'action à 5, on va gagner un petit bonus. On peut construire des genres de comptoirs aussi sur les différentes tuiles d'action. Il y a plein de choses, on peut faire des commandes, un peu comme dans Marco Polo.
on donne telle ressource, on ça revient souvent on fait dans tant les de points, placements d'ouvriers, les ça, jeux de commerce, tout ça, Ouais, c'est super commun. Donc, c'est vraiment c'est un placement d'ouvriers vraiment dynamique, je trouve. La façon que tu interagis avec le plateau, la façon que tu places tes ouvriers, tu déplaces ton dans la président. façon de placer les ouvriers, il y en a qui le comparent un peu à Istanbul, mais version plus expert. Là. Ouais, Istanbul est mais, plus familial, là, familial plus. Là. Donc, Mais il y a pas- vraiment un bon jeu de placement, bon jeu bon euro, de là. gestion. C'est vraiment un de mes euros favoris. Donc, Yokohama, si vous n'avez pas essayé ça encore, c'est vraiment J'ai pas essayé merveilleux ça comme encore, jeu. mais- C'est pour ça que c'est mon numéro 2 des placements d'ouvriers. Bon choix, David. J'ai hâte d'essayer ça. Mon numéro 2, c'est un jeu que David a déjà parlé dans son top 10. Un jeu à thématique Donjon Dragon. Oui. Lords of Waterdeep, Yes. sorti en 2012. Deuxième crossover. Exactement. Ce jeu-là me tentait pas beaucoup au départ par la thématique. Moi, je suis pas un gars de la génération Donjon Dragon. Là. J'ai jamais embarqué là-dedans. Mais ce jeu-là, fiez-vous pas à la thématique. On la ressent presque pas. Moi, David n'aimera pas ça, je dis ça, mais moi, quand je joue, c'est toujours... Je vais aller chercher des cubes noirs, je vais aller chercher des cubes blancs, tu sais, je suis pas... Je suis pas d'un nom du tout, là. Ah, mais si t'avais ma copie avec les beaux petits meeples sculptés, t'aurais pas le choix de dire ah, je vais aller chercher des guerriers et des voleurs. Là. Les seigneurs, bon, qui va être le seigneur noir, qui va être le seigneur jaune. Ah, c'est comme la plupart des jeux euro, la thématique est plaquée sur la mécanique, là, c'est vraiment ça. Mais les mécaniques sont tellement bonnes là-dedans. Et quand les buildings là, que les gens veulent pas, ben, on met des pièces des tokens de points dessus. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, le building qui était pas intéressant, que personne voulait, Il y a 6 points ben, il y a dessus. 6 points dessus. Ouais, Ben, faire là, pareil, hein. il devient intéressant à la limite juste pour les points. Fait que tu le prends, tu l'achètes, tu le places. Puis c'est tellement une bonne idée de dire que ce building-là, maintenant, il est à toi. Fait que les gens qui vont aller dessus, tu vas avoir un petit bonus de plus, puis que tu peux le faire pareil. Fait que ça fait qu'il n'y a pas une partie de pareil non plus, parce que le jeu de base, il y a quelques actions de base là, dessus qui sont correctes. Tu donnes une ressource à la fois, tu sais, ou deux. Mais le jeu, je pense qu'il y a au-dessus de 20 buildings différents, puis tu peux en placer 8 ou 10 tu les verras pas maximum. toutes dans là. la même partie. Fait qu'il va en avoir 10 que tu verras pas passer. Fait qu'il n'y a pas une partie de pareil. Les cartes intrigues, il y en a tellement, tu passes pas à travers le paquet. Puis le tech date des cartes intrigues, c'est tellement intéressant. C'est un jeu du piquant, je Ah trouve. oui, il y en a qui vont dire, je sais pas moi, tous les joueurs doivent se défausser d'un cube blanc. Un prêtre. Un prêtre. S'ils peuvent pas, ça te donne tant de points de victoire par personne qui peuvent pas. Tu Fait peux voler des fois des ouais, tu peux aller voler des ressources aux autres. aventuriers aux autres. Ouais, fait que, tu sais, vraiment interactif comme jeu avec les autres. Puis, ils ont sorti une extension que j'ai jouée dernièrement. Il y a comme deux extensions dans le Ouais, même deux en paquet. une. Scoundrels of Skullport. Skullport. Ouais, Skullport. Où est-ce que ça rajoute des points de malus. Dans le fond, vous allez avoir un petit carton avec des têtes de mort dessus. La corruption. Des points de corruption. Et il y a des actions qui vont vous donner des points de corruption, mais les actions sont tellement plus fortes, ils vont vous donner plus de choses, mais ils vont vous donner des points de corruption. Et plus les joueurs vont ramasser des points de corruption, plus que chaque tête de mort va vous donner des points de corruption. C'est-à-dire qu'il y a une échelle. Au début, chaque tête de mort va valoir -1 à la fin de la partie. Plus il y en a de générés, Plus il y en a de le bonus générés, est gros. ça peut aller jusqu'à -9 points par tête de mort que vous avez en stock. J'ai déjà fini avec -40 au début. Ça, -9, parce c'est- que j'avais toutes les têtes C'est de le monde mort. qui en construit jeu. des viaducs. Là. Ouais. Fait que vraiment intéressant. Ça rajoute encore plus un petit thrill là, quand tu joues. Puis il y a une autre petite section. Il y a des nouveaux bâtiments dessus. Les nouveaux bâtiments. Les cartes aussi. Les cartes les quêtes que tu vas aller chercher. Il y en a qui vont te donner, quand tu les réalises, ils vont te donner beaucoup de ressources, beaucoup de points de victoire, mais ils vont te donner des points de corruption. Il y a certaines quêtes qu'en récompense, ils vont te dire que tu vas pouvoir te débarrasser de tes points de corruption, donc tu vas les remettre sur le jeu et tu vas les remettre en ordre décroissant, c'est-à-dire tu vas les remplir ceux qui valaient 9, ceux qui valaient 8. Fait que si tes points valaient moins 9 au début, en allant en remettre, ben là ils vont valoir moins 8, moins 7, fait que ça va te faire moins mal à la fin. Donc super intéressant, je joue même plus sur l'extension. Là. Si vous l'avez pas l'extension, vous avez le jeu de base, allez vous chercher ça. Il est pas tant cher non plus. Ouais, puis t'en as une autre extension qui rajoute encore d'autres bâtiments, je pense. Oui, un autre petit plateau. Là. L'autre petit plateau, ce qui donne de plus. Il n'y a pas de dans le nouvelles fond, règles, mais c'est juste des nouvelles. c'est des petites ressources que tu vas pouvoir aller chercher, puis tu vas pouvoir aller les placer sur certaines actions. Ok. Puis quand les gens vont aller
dans le fond, ça va rendre les actions plus intéressantes pour le monde. Mais mettons que tu voudrais qu'une action qui a beaucoup de corruption là, puis tu veux absolument que quelqu'un y aille pour qu'il se ramasse des points de corruption, là tu vas aller mettre 3-4 cubes là-dessus pour la rendre intéressante. Ou mettons, tu as construit un building, personne va sur ton building. Tu mets des trucs dessus. Tu mets des cubes dessus pour la rendre intéressante, ça va attirer ton building pour les autres. Donc quand même très, très cool, ouais. Bon jeu, puis vraiment là avec l'extension, là, chapeau, Lords of Waterdeep. Oh yes! Donc pour mon numéro 1, roulement de tambour. C'est pas un petit jeu, en fait c'est un jeu qui pèse au moins 12 livres facile au nombre de cubes en bois qu'il y a dans ce jeu-là. Un vrai jeu à l'allemand d'un auteur qui s'y connaît en jeu Euro de Uwe Rosenberg qui nous a fait Agricola. Mais non, ce n'est pas Agricola. Agricola qui a été longtemps numéro 1 oui. BGG. Exactement. Et non, moi c'est sa version 2.0 avec des nains dedans. Donc Caverna, qui est sorti en 2013. Caverna, c'est un gros jeu de gestion de ressources, où ce que, encore là, tout fait des points dans ce jeu-là. Pour ceux qui connaissent Agricola, où ce qu'il fallait que tu fasses ta ferme, dans le fond, t'allais planter des trucs, allais pousser... Élever des animaux. T'allais aller chercher des cartes fours pour pouvoir... Cuisiner, upgrader tes ressources, faire du pain et tout et tout. Et tout faisait des points. Il fallait que tu nourrisses tes personnages. Si t'étais pas capable de nourrir tes personnages, en fait, dans ce jeu-là, c'était la galère, là. C'était brutal. T'étais jamais capable de nourrir ton monde. En fait, à chaque fin de tour, tu te demandais comment t'allais nourrir ton monde. T'étais tout le temps en famine. Mais dans Caverna, c'est moins pire parce que il y a tellement de ressources que tu ramasses, puis tu peux changer tes ressources en tout temps pour de la nourriture. Fait que si j'ai un mouton, puis j'ai pas assez de nourriture pour nourrir mes nains, ben je peux utiliser mon animal, puis j'ai pas besoin de four ou quoi que ce soit. On le mange là, ouais, go. Ah ouais, on le mange, je nourris un nain avec, puis that's it. Fait que il est moins punitif, je dirais, comme jeu. Fait que quand t'amènes c'est peut-être son défaut à Agricola. Ben, il y en a qui vont appeler ça plus un avantage. Ça dépend de quel type de joueur tu es. C'est peut-être plus dur à amener à des nouveaux joueurs aussi. Ouais. Pour des nouveaux joueurs, je conseillerais plus Caverna. Quand j'essaie de le montrer à des nouveaux joueurs, Agricola, il trippait pas tant. Ben, il est pas tant beau, je trouve, non plus. Ouais, j'avais la vieille version en plus. Mais il y avait les beaux meeples d'animaux. Là, oui, Caverna, les petits meeples d'animaux, là, c'est très, très beau. Puis vous avez, en plus de la ferme, vous avez une caverne, dans le fond, la mine pour les nains. Et là-dedans, vous allez défraîchir la mine pour aller chercher des petits bâtiments que vous allez placer dans la mine. Puis ça va vous donner des pouvoirs tout au long de la partie. Vous allez pouvoir aussi aller chercher des mines de rubis, je pense. Puis les rubis, dans le fond, dans ce jeu-là, c'est un peu des jokers. Ça remplace n'importe quoi, puis ça donne des points de victoire à la fin. Donc, tu as 2 trucs à gérer, ta ferme et ta mine. Donc, vraiment intéressant. Ensuite, c'est à toi de décider si tu veux faire une stratégie plus développer ta mine ou plus ta ferme ou un peu des deux. Mais c'est un jeu où il faut vraiment que tu aies une ligne directrice puis tu t'enlignes là-dedans. Il y a beaucoup de choix d'action aussi. Il y a, les buildings, sans plus finir. Là, tu joues pas avec des gens qui ont le paralysis analysis. Il y a beaucoup d'options. Hein. Ça, c'est clair que le jeu peut jouer jusqu'à 7. Hey, ça n'a pas de bon sens. N'essayez pas à la maison, c'est dangereux de jouer à 7. Ça, c'est aimer se faire flageller. Là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je dirais que le sweet spot, là, c'est à peu près 4. 3-4 maintenant? 5, ça commence à être encore beaucoup. Là. Ils disent 30 minutes par joueur, mais tu dépasses souvent ça. Là. Puis très intéressant. Puis tes nains, tu peux leur mettre des casques pour aller leur faire des quêtes. Puis plus ton casque est un haut niveau, plus tu vas pouvoir aller chercher des ressources intéressantes et fortes. Évidemment. C'est important d'avoir un bon casque. Tu vas essayer d'aller tu vas vraiment essayer d'aller pimper ton nain justement pour qu'il aille faire des quêtes de plus en plus fortes. Vraiment intéressant comme jeu. Puis ton but à chaque partie, ça va être d'améliorer ton score. Parce qu'au début, tu vas vraiment faire un score pouette-pouette. C'est un jeu où il n'y a pas de chance dans ce jeu-là. Faut vraiment que tu calcules tes affaires. Peux-tu bloquer un peu les... Ouais, tu peux bloquer un peu parce que c'est du placement d'ouvriers. L'action que tu vas faire est barrée pour les autres. Mais il y a tellement de choix autour. Tu peux toujours essayer. T'es pas mal pris. Puis il y a une action que tu peux faire. C'est quand tu vas là, tu peux reproduire l'action de quelqu'un d'autre. Mais tu peux le faire une fois. Ok, ouais. Fait que, c'est moins... Ça, il est moins coupe-gorge que qu'Agricola, exactement. Agricola, le premier qui va se reproduire pour faire un enfant.
Ben, c'est ça, il est tout seul Ouais. à avoir un ouvrier de plus. Là. Mais Caverna, ce que je trouve dommage de ce jeu-là, c'est qu'il y a tellement de matériel qui prend quasiment une demi-heure à installer. Il faut que tu trouves des trucs. Il y a les Broken Tokens là, qui sont sortis. Genre d'insert custom. Mais tu sais, ça coûte cher. Là. Ça coûte le prix du jeu quasiment. Ouais, quasiment. Là. Mais tu sais, tu vas peut-être sauver 15 minutes d'installation. Si ça va te donner plus sortir le goût, ouais, c'est ça. Ça va donner le goût de le sortir. Ça, c'est le problème de beaucoup de gros jeux euro. Tu sais, t'as tellement de Surtout les jetons UV, différents, de paquets de cartes différents, de tuiles différentes. T'as tellement de cossins à placer là, que. C'est ça, faut que tu ça peut avoir l'air intimidant pour des nouveaux joueurs qui embarquent là-dedans, mais au final, ça reste un placement d'ouvrier parce que chaque joueur va faire une action à son tour. Donc, tu sais, les tours de jeu vont quand même rouler assez vite. Mais ça reste quand même ton numéro 1. Fait que, Ouais, mais malgré tout ça, exact, tu l'aimes beaucoup. T'sais. Puis je veux rejouer tout le temps, mais c'est ça. Il est tellement gros qu'il sort pas assez souvent. Mais ça reste mon numéro 1 pareil, Caverna. Oh. Je l'ai jamais essayé en fait. J'ai quand même joué souvent. T'as joué à Agricola. J'ai joué souvent à Agricola, tu sais, je sais un peu c'est quel style de jeu, mais. T'as un feeling de. Bon, c'est ça. J'ai jamais. Il est pas dans ton top 10. Ben non, parce que mon numéro 1, on en a déjà parlé, Oh, puis oh, oh. c'est pas une grande surprise pour personne qui suit déjà la chaîne depuis un certain moment. C'est le jeu qu'on joue dans la piscine. Marco Polo. J'espère que tu joues pas dans la piscine. Donc, avec. non, c'est ça, c'est la version jeu de société. Donc, les voyages de Marco Polo qu'on a parlé tantôt, placement de dés, vraiment intelligent, vraiment brillant. Pas trop de flafla, tu sais. Puis, ce qui est le fun aussi dans un placement de dés, c'est d'assumer qu'il y a des dés, puis d'assumer qu'il y a une part de hasard aussi. Parce que récemment, on a vu Lorenzo et le Magnifico là, qui est sorti. Ouais, qu'on a juste. Qui est là, quelque part en arrière. Donc, Lorenzo, c'est un placement de dés, mais que tu roules les dés, mais tout le monde a les mêmes dés. Fait que t'as comme 3 ouvriers de différentes couleurs, puis là, tu roules les 3 dés au début de la ronde. Fait que là, si le dé orange, il est à 5, mais tout le monde, ton ouvrier orange vaut 5 pour le tour. Fait que tu sais, je pense que ça vient un peu enlever le charme d'un placement de dés, justement, de nullifier le hasard. Puis, tu sais, Marco Polo, ça assume vraiment de. Ok, tu roules tes dés au début de la ronde, puis tu joues avec ces dés-là. Puis, ils ont mis des mécaniques intéressantes pour justement le joueur qui va rouler des dés mauvais tout le temps. Donc, tu vas additionner tes 5 dés au début de la ronde. Puis, si tu es en bas de 15, tu vas gagner des ressources. C'est vrai, ça, je n'ai Fait pas que si parlé tu roules tes de dés puis que tu as roulé un total de 10, qui est vraiment misérable pour 5 dés. Tu peux te prendre 5 chameaux. Tu peux te prendre 5 chameaux ou 5 piastres ou un mélange des deux. Fait que tu sais, ça vient quand même te donner un bon boost parce que des chameaux, de l'argent, ça te permet de faire beaucoup de choses quand même. Ben, même d'augmenter si tu as tes juste des 1 ou des 2, sur tes dés, tu peux quand même faire des actions comme voyager qui coûtent cher, mais tu vas être capable de faire de quoi d'intéressant, même avec des petites valeurs. Fait que ça, je pense le fait de bien assumer que oui, on a mis des placements de dés, mais on laisse le hasard dans le jeu. Tu vas rouler tes dés, puis tu vas t'arranger avec ce que tu as roulé, mais ça peut te donner un petit bonus pour te compenser les résultats que tu as eus. Fait que ça, je pense qu'ils le font vraiment bien. Il y a un truc aussi qui est intéressant que j'ai pas parlé tantôt, c'est que des fois, il y a des actions qui te demandent 2 ou 3 dés. Et c'est le dé de plus petite valeur qui fait l'action. T'es pas pris non plus. T'es pas nécessairement pris avec ton petit dé ou ton gros dé. Fait non, je pourrais mettre un 3 avec un 3 puis un 2, mais là, je vais faire l'action avec une puissance de 2. Tes 3 serviront pas, mais ils ont servi parce que ça l'a pris 3 dés pour la faire. Donc, ils ont vraiment bien designé qu'est-ce que les actions vont faire, comment tu vas pouvoir utiliser tes dés pour aller chercher des ressources, tes dés pour aller voyager, ce que tu peux faire sur le plateau aussi. Donc, d'aller chercher les bonus des différentes villes, ça peut être important parce qu'il y a quand même des bonus qui vont te donner des ressources à chaque tour, qui vont te donner des chameaux à chaque tour ou de l'argent. Fait que ça peut être bon de dire, ok, je vais rusher, je vais aller voyager beaucoup au début de la partie pour aller chercher 2-3 bonus. Puis là, après, je vais faire ces revenus-là à chaque début de ronde. Parce qu'il y a quand même juste 5 rondes. Fait ça va vite. Ça va vite, là. Fait que si tu vas chercher un bonus au premier ronde, mais tu vas l'avoir 4 fois ce bonus-là. Fait que ça devient quand même super rentable. Donc, un jeu que j'adore, que j'ai toujours le goût de jouer à ce jeu-là. Je refuserai pas une partie de Marco Polo, c'est sûr. Puis il y a une bonne rejouabilité. Parce que, dans le fond, tout ce que tu mets sur la map, là, tu peux les mettre au hasard, les bonus. Il y en a tellement, t'en mets au hasard, le reste, tu le mets dans la boîte, ça servira pour la prochaine partie. Donc, jamais une partie Les cartes d'action sont quand même cool parce que c'est les seules actions que tu bloques.
Si on est plusieurs à avoir la même. Qu'on a un comptoir dans la même ville, mais si moi je vais placer un dé sur la carte d'action, les autres pourront pas y aller comparativement aux actions générales que tu peux payer un malus pour la faire. Et ces actions-là sont souvent multiplicatives du numéro sur ton dé. Fait que souvent c'est des échanges, c'est des actions pour faire généralement beaucoup de points, transformer des ressources en points. Fait que si j'ai une action qui transforme, je sais pas, de l'or en points, mais si je mets un 2, ben là je peux faire 2 fois cette action-là si j'ai assez de ressources pour le faire. Fait que il y a une façon quand même de faire beaucoup de points avec ces actions-là s'ils sont bien utilisés. Ça peut faire autant de points qu'aller faire des contrats qu'on fait habituellement là, pour faire des points. Donc, non, bon choix. Puis il y a une extension qui est sortie cette année là, qui est Tu l'as-tu essayé? Les Marchands de Venise. Ça a l'air intéressant. Mais non, je l'ai pas essayé. Je sais que ça ajoute quelques petits modules que tu peux mettre comme séparément. Ça doit rajouter un joueur de plus. Ça ajoute. Extensions. Oui, je pense que oui. Ça ajoute aussi des voyageurs que tu mets sur les chemins que tu voyages. Fait que quand tu rencontres ces voyageurs-là, ça te donne un bonus ou un pouvoir ou je sais pas trop. Donc ça ajoute un petit peu de choses. Je l'ai pas essayé, je l'ai pas acheté encore. Je suis pas un tripeux d'extension, mais pour un jeu que j'aime beaucoup, peut-être que je vais me laisser tenter. Ouais, si ça rajoute de la jouabilité puis ça, des mécaniques de plus. Mais je suis pas encore tanné de ce jeu-là. Même juste le jeu de base. Il est complet. J'ai le goût d'y rejouer souvent. Donc, il est pas trop dispendieux non plus. Là, je pense 60$. Il existe en français. En plus. Voilà. Donc allez vous procurer Marco Polo, qui est mon numéro 1 des placements d'ouvriers. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des jeux de placement d'ouvriers. J'espère que vous avez apprécié nos choix, mais on aimerait ça en fait connaître vos choix à vous. Donc c'est quoi vos jeux de placement d'ouvriers favoris? Laissez-nous ça en commentaire. Dites-nous quel jeu on aurait dû mettre dans nos top 10, mais évidemment, on ne peut pas jouer à tous les jeux qui existent non plus. Donc partagez-nous vos coups de cœur, jeux favoris, placement d'ouvriers, tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire ça. Merci Vincent. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on peut vous suivre? La Caverne du Meeple? Ouais, ben nous, on vient de commencer. On n'a pas encore de site web nécessairement, mais on a une page Facebook. Donc facebook.com/Caverne du Meeple. Et depuis très peu, on a une chaîne YouTube du même nom, Caverne du Meeple. Donc vous pouvez nous suivre là. Mais je pense que tu vas mettre un lien en commentaire. Allez vous abonner. On met les liens dans la description en bas de la vidéo. Et si vous êtes dans le coin de Québec, ben, vous pouvez venir louer des jeux. Oui, dans le nord de Québec, à Val-Bélair, vous viendrez louer des jeux, ça va faire du plaisir. Juste jaser. Moi, j'ai starté ça parce que j'étais un passionné de jeux. Juste parler avec du monde de jeux de société, ça fait mon bonheur. Super. Et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur mon petit bonhomme. Il va être à droite. De ce côté-là. De ce côté-là. Peut-être, je suis mêlé. La droite, la gauche, c'est où? En tout cas, le petit bonhomme en bas, vous pouvez cliquer dessus, vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur passionboardgames.com pour des nouvelles et de l'actualité sur les jeux.